Bonjour, bonsoir, non pas encore. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette session de restitution du travail du jury pendant une année. Et donc, ce qu'on souhaite faire, c'est pour vous toutes et vous tous qui préparez ce concours, de vous donner le maximum de renseignements, d'atouts, d'avertissements sur ce qu'il faut faire ou peut-être sur ce qu'il ne faudrait pas faire pour réussir votre concours. Alors peut-être avant de faire une large place aux questions, puisque l'essentiel, ça va être de répondre à vos questions, on va peut-être d'abord se présenter. Donc moi, je m'appelle Alain Béretz, je suis professeur à l'Université de Strasbourg, ex-professeur à l'Université de Strasbourg, que j'ai présidé pendant une dizaine d'années, et j'ai aussi une expérience parmi d'autres expériences, mais on va faire court, de la fonction publique, puisque j'ai été 2 ans directeur général de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, j'ai été nommé par le Premier ministre, président de du jury de cette année. Marie-Grâce. Oui, alors donc Marie-Grâce Luc, je suis inspectrice générale de l'administration et donc j'ai une carrière très variée. Et ce que je voulais vous dire quand même, c'est que vous avez vos chances, quelle que soit la préparation où vous êtes. Parce que moi, j'ai été directrice adjointe de l'IGPDE. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être toujours aller à l'IGPDE. Et en fait, il se trouve que le président, le directeur et le directeur adjoint avaient tous réussi le concours interne en faisant tous des prépas de province. Donc, je veux dire, tout le monde a ses chances. Voilà, c'est un message que je voulais vous faire passer. Jean-Claude ? Non, il n'y a pas de bouton, ça marche. Oui, Jean-Claude Assan, alors en activité au Conseil d'État, où j'ai fait l'essentiel, l'essentiel de ma carrière. J'en suis sorti aussi soit dans le secteur privé, en banque d'affaires et banque généraliste, et également en cabinet ministériel auprès de Laurent Fabius pour la préparation du passage à l'euro. Et par ailleurs, je suis également à l'autorité des marchés financiers à son collège, ainsi qu'à l'autorité des normes comptables à son collège. Mais ça n'a pas déterminé le sens des questions que j'ai posées au jury lors des entretiens. Voilà. Merci. Alors, juste un petit mot du jury en général, puisque nous sommes dans le jargon INSP la Troïka, c'est-à-dire que nous, moi je préside les jurys, il y a bien un pluriel, et nous assistons en particulier, puisqu'on va pas mal parler des épreuves orales, le président et ses 2 assesseurs assistent à l'ensemble et président l'ensemble des oraux de l'épreuve d'entretien. Assistés à chaque fois de 2 autres membres du jury qui sont des personnes qui ont corrigé l'écrit du concours en question. C'est-à-dire quand on a le concours externe, on a 2 personnes en plus qui ont corrigé le concours externe. Voilà. Donc on est 5 toujours en face de vous. J'insiste parce que c'est donc... alors le jury aussi, juste pour vous donner quelques éléments, mais on pourra répondre à vos questions après. Le jury est très préparé. C'est pas, on débarque pas comme ça. Il est à la fois très préparé au départ pour tout ce qui est préparation. Nous n'intervenons pas sur les écrits en tant que correcteurs, mais nous avons contribué aux arbitrages de choix des sujets. Et ceci pour qu'il y ait un équilibre des sujets, un équilibre des différents domaines abordés. On pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Et pour ce qui est de l'oral, sachez que la plupart tous les membres du jury sont des professionnels. Cependant, nous avons une formation spécifique pour les membres du jury. Formation, par exemple, au biais de jugement. Formation à la discrimination, ou plutôt à l'absence de discrimination, etc. Et donc, ces jurys, il y a un gros travail en amont et en aval pour les membres du jury, de façon à assurer que ce concours se déroule de la manière la plus globale et surtout dans votre intérêt. Et donc dans l'intérêt... non pas accessoirement, et donc, par nature, dans l'intérêt de l'INSP. Parce que si on sélectionne les bons candidats, c'est bon pour l'INSP. Donc tout ça, c'est du positif. Alors, peut-être quelques fondamentaux quand même à vous rappeler. Le concours, c'est un concours d'entrée à l'INSP, mais ce n'est pas un concours d'entrée dans une école d'ingénieurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'avant tout, le concours, il est là pour déjà pré-recruter des fonctionnaires.
Donc c'est un peu ça qui fait la différence avec certains concours que vous avez déjà pu passer ou que vous repasserez, qui sont des concours d'entrée dans une école. C'est certes une école d'application, certes on y rentre, mais il y a déjà dans l'idée du jury l'idée de se documenter, de se faire une idée sur vos qualités de futurs fonctionnaires, cadres de haut niveau. L'autre point, c'est que bien sûr, s'il y a une variété de métiers qui sont ouverts, et donc il peut y avoir une variété de manières de présenter le concours et de se présenter soi-même, parce que derrière, les métiers de la haute fonction publique sont extrêmement variés, contrairement à ce que certains candidats croient quelquefois, n'est-ce pas? Et puis, le dernier point, voilà, je crois que ça, c'était le rappeler, et il y a une notion de service de l'État, mais on peut servir l'État de manière extrêmement différente. Alors, peut-être si on va sur quelques recommandations pratiques génériques, mais mes collègues vont intervenir là-dessus aussi. Ce qu'on peut vous dire, c'est peut-être dans le désordre, hein, mais vous savez donc qu'il y a 2 phases dans ce concours. Il y a l'admissibilité et l'admission. On a vu, nous, quelques candidats arriver à l'oral par surprise. Ça, agréable surprise, puisqu'ils ne pensaient pas être reçus, et ils ont été reçus. Et pour certains d'entre eux, ça a été pas une expérience très bonne, et de leur propre aveu, ils n'étaient pas préparés. C'est-à-dire donc, certes, chaque chose en son temps, mais préparez-vous à l'oral tout de suite. N'attendez pas d'être reçu, parce que dans certains cas, ça va être trop tard. Et surtout, en général, c'est des candidats de qualité, et on peut très bien tout réussir à la première présentation. Hein. C'est certes, les statistiques vous montrent que les réussites sont souvent à la 2e, voire la 3e présentation, mais rien n'interdit, bien au contraire, de réussir tout de suite. Donc préparez-vous, parce qu'on a eu malheureusement pour elles ou eux, des candidats qui avaient tout pour réussir, et simplement ils nous ont avoué, mais j'ai pas eu le temps de me préparer, quoi. J'ai pas eu le temps. L'autre point peut-être, ne négligez pas le CV. On vient de le dire aussi au prépa, mais le CV, ce n'est pas un document administratif, c'est un document qui vous présente. Donc il doit être bref, précis, original, et on pourra vous interroger dessus, parce que nous, on le regarde. Le jury le regarde, c'est un outil pour le jury. Donc ne négligez pas ce CV. On a eu des CV très bons, et on a eu des CV qui étaient le même que vous feriez pour un job d'été. J'exagère à peine. Et ça, non. Non, un CV, ça se travaille en fonction de l'objectif. Donc attention, hein, c'est important. Et de la même manière, quand vous allez présenter à l'oral la partie de votre expérience, insistez sur ce qui est original, personnel, nouveau. Ne croyez pas qu'il y a un truc que le jury attend d'entendre. Le jury attend d'entendre de la sincérité et ce qui vous êtes. C'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est pas de savoir que vous avez fait des maraudes. Comme certains nous l'ont dit, si vous en avez fait des maraudes, c'est très bien. Si vous n'en avez pas fait, nous, ça nous est à peu près égal. Hein. Voilà. Alors, peut-être si on revient sur les épreuves écrites, encore une fois, que nous n'avons pas corrigées, mais nous avons participé, et le président du jury a la responsabilité des résultats des épreuves écrites également. Donc, beaucoup de commentaires sur les épreuves écrites sont dans le rapport, dans la 2e partie, puisque chaque jury d'épreuves écrites a fait un commentaire détaillé. Donc je vous encourage vraiment à le regarder, et pas seulement à regarder le rapport de cette année, mais le rapport des années précédentes. Vous remarquerez d'ailleurs qu'ils disent à peu près souvent les mêmes choses, mais il peut y avoir des différences. Donc prenez le temps de regarder les rapports sur les épreuves écrites de plusieurs années, et de voir les différents, parce qu'il peut y avoir des différences suivant les membres du jury, suivant aussi la manière dont ça s'est passé. Hein. Donc regardez-les, c'est pas très long et c'est utile. Nous, on a vraiment essayé d'équilibrer les thématiques, de vérifier qu'il y ait assez d'Europe, assez d'environnement, enfin des choses comme ça dans les différents, et de voir que tous les sujets n'allaient pas dans le même sens, que ça puisse avoir arrosé de manière suffisamment large. On va en reparler, mais les épreuves écrites, là aussi, déjà, nous vous encourageons, non pas à l'originalité, mais à la personnalité. Parce que vous verrez beaucoup de jurys d'épreuves écrites qui disent qu'au bout, ils voient les fiches, quoi. Je simplifie. Alors, c'est pas interdit de faire des fiches. Enfin, moi aussi, j'ai été étudiant. Hein. Je veux dire, on fait des fiches pour préparer, c'est tout à fait normal. On vous reproche pas ça. Mais ensuite, les fiches, c'est un outil, c'est pas un but en soi. Et donc, soyez le plus possible en capacité pour l'écrit. Vous savez, quand on a 200, 300 copies à corriger,
ils font un boulot du tonnerre parce qu'il y a double correction, on revérifie après que les notes soient homogènes. Enfin, il y a tout un travail qui est fait. Vous pouvez être assuré que le travail est fait avec beaucoup de rigueur. Mais vous êtes sûr que si vous avez une copie qui a un certain degré de personnalité, je n'ai pas dit d'originalité, parce qu'un sujet, c'est un sujet, hein, mais de personnalité, le jury d'écrit sera favorablement impressionné. Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose là-dessus, non? Bon, sur l'écrit, on va pouvoir répondre à vos questions. C'est corrigé 2 fois, et c'est encore plus que ça, parce que notamment pour le concours externe, où il y a 3 équipes de correcteurs, on veille soigneusement à ce que, à rapprocher les courbes de Gauss, les écarts-types, etc., de chacune des séries de notes. Autrement dit, il n'y a pas de biais de jury. On essaye de réduire au maximum ce biais-là, là où il peut exister, c'est-à-dire pour le concours externe. Voilà. Donc là, il y a un travail que nous faisons, dont nous prenons la responsabilité, éventuellement de statistiques, qui consiste à ce que les moyennes, les écarts-types, etc., soient les mêmes pour les 3 sous-jurys, de façon à ce qu'il n'y ait pas un biais favorable ou défavorable, parce qu'on est tombé par les hasards de l'ordre alphabétique dans un jury plutôt qu'un autre. Ça, oui, c'est un point important qu'il fallait souligner. Peut-être que quelques commentaires, après on va surtout répondre à vos questions sur l'oral. Donc je vous ai déjà parlé du dossier parce qu'on le lit, hein, donc ça c'était le CV, mais je pense que c'est important. Mais quand vous présentez votre CV, là aussi, soyez précis, soyez originaux. Parlez-nous de ce qui est important pour vous, pas de ce que vous pensez être important pour nous. Parce que tout est important pour nous, ce qui nous intéresse, c'est vous. Donc, Et par exemple, si vous mentionnez un hobby, c'est parce que vous avez envie d'en parler. Sinon, nous, ça nous est un peu égal. Mais par contre, un hobby intéressant, c'est bien. Si vous avez un stage, citez les stages qui vous ont intéressé. À la limite, vous n'êtes pas obligé d'en parler de manière exhaustive. Faites un choix dans votre exposé de ce que vous avez vraiment envie de mettre en avant. Et évitez un certain nombre de formules convenues. Je suis là parce que je cherche du sens. Je donne un exemple au hasard, mais le nombre de fois où on l'a entendu, c'est pas faux. Mais mettez-vous toujours à la place du jury. Hein. Quand vous entendez ça pour la 150e fois, bon, c'est peut-être vrai. Et je pense que je ne vais pas vous faire le reproche de croire que ça n'est pas vrai. Mais soyez le plus originaux possible. Plus précisément que le sens, il y a l'intérêt général, n'est-ce pas ? Oui, l'intérêt général. Le fait qu'on n'a pas besoin que vous nous le disiez. L'effort que vous faites à préparer ce concours et à le passer suffit à en témoigner. Donc c'est une tautologie, donc on n'y prend pas garde. Ça vous fait juste perdre quelques secondes à l'écrit et à l'oral. Et de toute façon, on sait que c'est une formule, donc on a besoin d'autre chose, nous. Là, il y a aussi, n'oubliez pas, j'ai déjà dit ça, c'est un entretien de recrutement. Donc, très clairement, la partie présentation du profil, c'est aussi, et je parle surtout, je pense à des candidats externes ici, c'est aussi une manière de vous chauffer un peu, hein, c'est-à-dire de se lancer, de s'échauffer comme au sport. C'est pas la partie la plus importante, mais si vous la traitez mal, ça peut vous handicaper. Donc il faut quand même y faire attention. Et ce que je vous disais, soyez vous-même, soyez originaux, soyez précis. Hein. Et dans les perspectives de carrière aussi, évitez les banalités. Vous pouvez très bien dire que vous ne savez pas encore, mais si vous avez une envie, hein, une conviction sur une perspective de carrière, motivez-la. Dites, j'ai plutôt envie de faire ça que ça. Ou bien, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ça ne me tente pas. Voilà. Mais on a eu, il y a là aussi des passages obligés que certains candidats croient devoir faire. Je voudrais aller dans un service dans un ministère régalien, mais je n'exclus pas d'aller non plus dans une direction régionale. Bon, d'accord, on a tout dit, c'est vachement sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Vous cherchez juste à faire plaisir au jury. Hein, ça, c'est pas intéressant. Sur la partie mise en situation, qui est très exigeante, sur laquelle qui est exigeante, mais qui est aussi très lucrative, j'allais dire, en termes pour votre image et votre résultat. Dans la mise en situation, ça nous a beaucoup éclairé sur les qualités ou les défauts des candidats. Hein. Je pense que ce qui est important, c'est d'être réaliste. Parce que les mises en situation, elles sont faites, pour les 2/3 d'entre elles, sont dérivées d'expériences réelles. Donc c'est pas de la science-fiction. Et elles sont
travaillée ensemble par le jury avant pour qu'elle soit simple, réaliste, qu'elle corresponde vraiment à des choses qui vous permettent ensuite de développer un raisonnement. Elles sont aussi positionnées. Alors peut-être, je fais une parenthèse, j'aurais pu le dire plus tôt. Nous vous parlons aujourd'hui en tant que jury de l'année précédente. Je pense que 90% de ce qu'on vous dit est parfaitement valable pour le jury de l'année prochaine, mais on ne peut pas exclure que certaines attitudes... Et le programme est le même. Donc là, on est quand même en terrain relativement stable. Mais il n'est pas exclu que les attitudes ou certains choix du jury de l'année prochaine puissent être différents. Hein. Donc attention, ce qu'on vous dit là, ce n'est pas des promesses ou des... Mais très honnêtement, je pense que tout ce qu'on vient de vous dire maintenant, ça reste valable pour l'année prochaine. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est une petite parenthèse, mais c'est quand même important. Donc les mises en situation, elles correspondent à plutôt à des postes qui seront les vôtres, soit à la sortie de l'INSP, soit même en tant que stagiaire INSP. C'est-à-dire quand vous aurez été reçu, ce qu'on vous souhaite, quand vous aurez été admis, et qu'un mois après, vous partez en préfecture. Voilà. Hein, ou stagiaire en ambassade. Il y en a. Hein. Et juste là-dessus, c'est vrai que la mise en situation, c'est assez insécurisant. On en est parfaitement conscient. Donc, ne cherchez pas à trop vous sécuriser. Parce que ce qui se passe, c'est que généralement, et pour dire les choses plus crûment, à noyer le poisson. C'est-à-dire que comme ça vous stresse, hein, vous allez commencer, alors bon, si vous le faites un petit peu au début, c'est normal, à nous expliquer, alors je prends la tâche de ceci, je prends la tâche de cela, je crée un groupe de travail, etc. Et alors, faites attention parce que le temps passe et à la fin, on ne sait pas du tout ce que vous auriez décidé, mais pas du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que n'oubliez pas votre bon sens dans la bataille. Parce que, en fait, souvent, la réponse, elle est, je dirais presque, enfin, vous seriez dans la vie, oui, vous décideriez bien quelque chose, parce qu'on vous met dans une situation, il faut bien faire quelque chose. Ça, alors que là, vous savez, vous avez tellement peur de donner la mauvaise réponse que vous n'en donnez pas du tout. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Parce que généralement, on vous place face à un dilemme, à une injonction paradoxale. Vous prenez la voie A, vous prenez la voie B, on veut juste regarder la façon dont vous raisonnez. Et justement, on était en train d'en parler tout à l'heure. La meilleure façon probablement de s'entraîner, c'est de s'entraîner avec ses camarades. Vraiment, faites-en beaucoup. Pourquoi ? Parce que vos camarades, d'abord, ils vont vous dire assez crûment. Hein, je pense que, voilà, en plus... et puis certes, vous êtes en compétition, mais vous n'êtes pas en compétition avec votre voisin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complètement ridicule. Vraiment, faites-en, parce que sans dire qu'il y a des techniques, ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer. On ne vous met pas dans des situations, on ne vous demande pas... voyez, alors, et c'est vrai que parfois, bon, pour résoudre un tout petit problème, on appelle le cabinet du ministre, voire le ministre lui-même, c'est pas sûr hein, quand même, hein, dans la vraie vie. Et nous, on a vu, quand on a revu les candidats, qui avaient été malheureux, bon, on leur a dit, bon, quand vous avez dit ça, ils nous ont dit, hein, tu te souviens ? Oh ben non, j'ai pas dit ça. Ah, j'ai dit si. On a des notes. On a des notes. Et c'est vrai qu'avec le stress, et surtout, vraiment, c'est une interaction avec le jury. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de partir joyeusement dans le décor, ça peut arriver parce qu'on se rend compte, on a dit une ânerie. Bon, on est tous des êtres humains, on a tous passé des concours. Hein. Donc là, on s'arrête et on dit, on a eu des candidats. Non, peut-être pas quand même. Voilà. On s'arrête et on recommence. Et on vous en voudra jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce qu'on essaye de voir sont quand même des fonctions assez stressantes, hein, globalement. Hein. Vous allez souvent être en insécurité parce que vous allez exercer des fonctions, des missions sur lesquelles, au départ, on n'est pas forcément beaucoup de compétences. Donc, ce qu'on essaye de voir, c'est face au stress, face à une situation difficile, comment est-ce que vous réagissez, comment est-ce que vous réfléchissez. Ce qui est très important, ce n'est pas la solution que vous allez présenter, c'est ce que vous dites. Et c'est pareil, on dit souvent, on ne vous demande pas d'être des encyclopédies sur l'administration. Et c'est vrai pour tout le monde, hein. Pour les externes, bien sûr, mais pour les autres aussi. Mais il y a quand même, je dirais, la culture, nous on a appelé ça la culture du bottin administratif. Hein. C'est pas plus
mais c'est pas moins. C'est-à-dire, vous regardez, je ne sais même pas si ça existe encore sous format papier, parce que moi, je suis une vieille dame. Hein. Bon, voilà, donc sous format, ce que vous voulez, mais en gros, quand même, grosso modo, vous savez, sur chaque sheet des préfectures, vous avez une fiche d'une page sur la préfecture. En gros, c'est quoi une préfecture? Ça fait quoi? Vous voyez ce que je veux dire? On ne vous en demande pas plus. Mais c'est ça qu'il faut se dire, bon, ben voilà, face à cette situation, et si vous vous trompez, si vous dites, bah voilà, j'aurais fait agir tel service, et en fait, il se trouve que dans les fonctions de ce service, ils n'ont pas cette activité, mais on ne vous en voudra jamais. Ni que vous soyez externe, ni que vous soyez interne, troisième concours, etc. On ne vous en voudra pas, parce que ça ne paraît pas idiot ce que vous proposez. Mais par exemple, si vous voulez, juste là-dessus, c'était assez amusant, parce qu'on avait vraiment des situations, des mises en situation, mais c'était vraiment du bon sens, quoi. Je veux dire, avec type, je sais pas quoi, l'accident, des gamins, etc. Bah, la première chose à faire, vous seriez dans la vraie vie, la première chose que vous feriez, hein, c'est vous dire, bon, alors là, j'ai des gamins sur les bras, qu'est-ce que j'en fais? Et on a eu des candidats qui nous expliquaient, j'appelle le ministre. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vraiment, c'est un exercice qui se prépare et c'est du bon sens. Juste, au-delà du bottin administratif, je suis d'accord, il n'existe plus sous forme papier, mais au-delà du bottin administratif, on peut vous en vouloir en revanche d'oublier qu'il y a des collectivités territoriales ou dans certaines autres mises en situation des syndicats. Ça on peut vous en vouloir. Oui, je pense que c'est un point important. Il y a une pensée centrée sur l'administration, même centrale, quelquefois même l'administration déconcentrée. Mais en général, on vous met en situation, au moins la moitié de celle qu'on avait était en administration déconcentrée, nous. Hein. Mais n'oubliez pas l'Europe aussi de temps en temps. Voilà, enfin, voilà, l'État n'est pas tout pouvoir. On a bien senti un biais de nos candidats à penser très jacobin, quoi. Et certes, l'État est construit comme ça, donc on ne va pas se rebeller là-dessus, mais n'oubliez pas que les solutions à une situation peuvent être au niveau, par exemple, de la collectivité territoriale, et qu'il ne faut pas les oublier. Hein. Alors, il y a un dernier point là-dessus pour avancer et écouter vos questions. Donc ça, je pense que sur la... Alors, quand même, terminer là-dessus, c'est qu'il y a, nous en tout cas, et je pense les autres jurys aussi, on vous relance. Ce n'est pas une composition, vous avez le sujet, et vous devez le traiter jusqu'au bout avec le jury qui vous écoute passivement. Le jury va vous interrompre, va vous interroger, éventuellement vous corriger, vous relancer sur autre chose. Donc vous avez aussi le droit, voire le devoir, de chercher l'interaction avec le jury sur la mise en situation. Et même, nous avons pratiqué, dans un nombre trop faible de cas, la notion de jeu de rôle. C'est-à-dire que si le candidat s'y prêtait bien, un des membres du jury a pris le rôle d'un des protagonistes de la mise en situation, du syndicaliste, du préfet, du directeur d'hôpital, que sais-je, et puis à apporter la contradiction comme s'il était le jeu de rôle. Et ça, je vous encourage aussi éventuellement à vous y entraîner. Même si ça ne se fera pas comme ça, c'est pas une composition, encore une fois. Et les relances du jury sont essentielles. Hein. Donc, y compris si vous vous trompez, ou même quand vous avez bien réussi, vous avez parfaitement traité la question, et il reste encore 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Le jury va dire, ah ben maintenant il est en train de se passer tel truc. Enfin, nous on avait prêt pour tout vous dire, en secret, mais on avait préparé des situations qui se compliquaient. C'est-à-dire quand le candidat avait bien réussi la première partie, il disait, bon ben maintenant il y a tel truc qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Je croyais avoir fini, ben non, ça y est, ça recommence. Hein. Alors là aussi, dernier point, ce sont des situations, comme tu l'as dit, avec injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a un dilemme, mais on a souhaité éviter les situations de crise absolue, explosion dans la centrale nucléaire d'à côté, ou des choses comme ça. Hein. C'est des situations complexes, mais j'allais dire raisonnables en termes de gravité. Peut-être que on va arrêter là sur... On pourra y revenir, hein, c'est simplement pour lancer le débat. Et dernier point sur les questions d'actualité. Je crois que ce qui nous semble important pour insister là-dessus, alors nous, on en posait beaucoup, elles étaient brèves, et elles demandent des réponses relativement brèves. Hein. On ne demande pas une culture extraordinaire, mais il faut une culture de base de l'actualité. Et là aussi, ça se prépare. C'est-à-dire, ça se prépare essentiellement... L'actualité, c'est...
médias d'actualité, la presse écrite, la presse télé, etc. C'est-à-dire que vous soyez au courant des grands débats de l'actualité, parce que c'est là-dessus, en tout cas nous, par exemple, on avait beaucoup interrogé, par exemple, sur les super profits, parce que c'était le truc dont tout le monde parlait au moment où, bon, je pense cette année, peut-être on parlera moins des super profits, mais ça, c'est une question qui revenait souvent, etc. Donc, mais vous avez aussi le droit d'avoir une insuffisance. Il y a une question qui arrive, et ça, vous êtes sec. Ben, vous dites, écoutez, désolé, là, vraiment, si c'est la troisième fois que vous le faites, parce que, voilà, première question, ah non, je ne sais pas, la deuxième, je ne sais pas, la troisième, je ne sais pas, là, ça va commencer à faire bizarre. Mais une où vous êtes sec, eh ben, nous, ce qu'on faisait, on passait tout de suite à une autre question. Hein? Oui, parce que nous sommes 5, et il n'y a pas que vous qui êtes parfois sec sur une question. Il peut se trouver parmi les 5 membres du jury quelqu'un qui ne l'avouera pas, mais qui est sec. Voilà. Mais qui le sait, et qui, au moment de la notation, on tiendra compte. Nous, on a toujours préféré des réponses brèves et argumentées à une sorte de grand discours, parce que ce qui est en votre faveur, c'est qu'on pose beaucoup de questions d'actualité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une sorte d'attitude un peu défensive en disant bon, je vais occuper le terrain, tant que je parle, ils ne peuvent pas m'interroger. On a tous fait ça. Hein, c'est pas... et ça, je pense, c'est une mauvaise idée. Vous répondez précisément, bien sûr, factuellement et relativement brièvement, pour tout vous dire. Nous, quand ça se passait bien, que les candidats étaient de qualité, on pouvait aller jusqu'à 5 questions d'actualité. Hein, voilà, donc c'est pas... bon. Je pense que... Alors, dernier point, peut-être, l'épreuve collective d'interaction, que nous ne gérons pas, hein, qui est un jury différent, et c'est important parce qu'il n'y a pas de biais, c'est-à-dire... Moi, ça m'aurait intéressé d'assister à cette épreuve. On ne peut pas le faire pour ne pas vous voir 2 fois et ne pas nous faire une idée bonne ou mauvaise sur un candidat ou une candidate parce qu'on l'aurait vu avant à l'épreuve collective. Ceci étant dit, c'est une épreuve très importante. On a beaucoup discuté en jury avec les collègues qui s'en sont occupés. Le principal conseil qu'on doit vous donner, justement, c'est de ne pas la surpréparer en croyant qu'il y a un dogme. Soyez vous-même et surtout, soyez bon dans les 3 rôles. Parce que ce qui a souvent nuit à certains candidats, c'est un manque d'homogénéité, puisque vous savez qu'il y a 3 rôles. Hein, mais ne voyez pas cette épreuve. Cette épreuve, elle teste vos qualités personnelles. Et donc, la surpréparation, le côté standardisé, vous sera défavorable. Hein, mais c'est une bonne épreuve. Hein, beaucoup de candidats ont peur de cette épreuve. C'est une épreuve, d'ailleurs, dans la grande majorité des cas, quand on ne connaît pas le résultat quand on vous entend à l'épreuve d'entretien. Mais sachez que on n'a pas fait la statistique, Michel, ça fait partie des choses qu'on aimerait bien voir, mais j'estime que dans 80% des cas, ceux qui réussissent l'une réussissent l'autre. Après, il y a des différences aussi. Mais en général, les 2 épreuves sont extrêmement corrélées. Moi, c'est à peu près tout ce qu'on avait préparé comme introduction. Ça fait déjà presque une demi-heure, donc on a mangé du temps. Mais maintenant, j'allais dire, on est ouvert à vos questions dans la salle et aux questions, je pense que vous aurez donc aussi par les gens qui sont à distance ou qui ont envoyé des questions avant. Donc là, je vous laisse la main. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on réponde. Il va l'allumer peut-être de là-bas. Ah, il marche. Merci, Monsieur Berès, Monsieur le Président. Est-ce que dans la salle... On commence dans la salle alors ? Oui, comme je pense qu'on peut. Oui. Dans la salle, alors, il faudra pas de simplement questions en direct. Et puis ensuite... il y a une question là-bas. Oui. Simplement, attendez le micro, non pas parce que dans cette salle, on pourrait se passer le micro, mais comme on a des gens en ligne, sinon, ils ne vous entendront pas. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais 2 questions. Premièrement, sur comment réviser l'épreuve de questions contemporaines, qui n'est pas une épreuve de culture générale. Est-ce qu'il vaut mieux réviser les œuvres classiques, quitte à se risquer à un certain formalisme ? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux réviser des rapports contemporains sur la sociologie, sur le numérique, etc., au risque de ne pas témoigner d'une certaine culture qui, j'imagine, est attendue. Mais bon, ça, c'est plus pour les épreuves écrites. Et ma deuxième question est, est-ce que vous avez nos notes et nos copies au moment du grand oral ? Alors, je réponds d'abord à la deuxième. La réponse est non. Au grand oral, vous arrivez sans a priori. Nous ne savons rien de vous, autre
que le fait que vous êtes admissible. C'est tout. On ne connaît pas votre classement, on ne connaît pas vos autres performances, et c'est très bien comme ça. Et je vous assure que c'est vrai. On casse le code au moment de la délibération finale, pas avant. Alors pour la première, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas, nous, des acteurs directs de cette épreuve. Moi, je peux vous faire une première réponse de bon sens. Je ne pense pas. Je pense que les collègues des questions contemporaines se sont un peu plaints d'un manque d'approche sociologique en particulier. Et donc, je me référerais plutôt. C'est pas une copie de philo, hein, c'est plutôt une copie de sociaux. Hein, et donc, je crois que les références ne sont jamais des excuses, parce qu'on a eu plusieurs questions sur les références déjà. Les références, c'est un appui à votre raisonnement. C'est pas une sorte de façade pour dire voilà, j'ai cité tous les auteurs, donc c'est bon. Et d'ailleurs, certains correcteurs de l'écrit, vous retrouverez ça dans les. Hein, il faut vraiment vous référer à la partie du rapport. Je pense qu'ils se plaignent assez d'avoir toujours les mêmes références. Donc, s'il y a toujours les mêmes références, c'est qu'il y a des fiches avec ces références. Et le problème n'est pas d'avoir toujours les mêmes références, mais si on ne sent pas l'utilité de la référence, vaut-elle vraiment la peine d'être citée? Mais il me semble qu'entre autres, Madame Méda nous avait dit ça, il y avait un défaut quand même dans l'approche sociologique. Donc moi, j'aurais tendance à dire plutôt des références plus contemporaines, ce qui n'empêche pas, parce que la pensée s'étale sur un temps long et qu'il y a des questions contemporaines qui appellent des réflexions qui ont lieu éventuellement depuis des siècles. Donc ça n'empêche pas d'avoir un philosophe grec dans le... Mais attention, c'est pas une copie scolaire non plus. Hein. C'est pas une copie de culture, c'est une copie d'approche sociologique d'une question contemporaine. Oui, alors en fait, c'est vrai que le reproche qui a quand même été fait, c'est d'avoir tout le temps la même copie, quoi, pour tout dire. Hein. Alors en fait, et pas d'avoir des références ou des références sociologiques. Hein. Et c'est le problème de l'affiche. Parce que l'affiche, on l'a à l'écrit, puis on l'a à l'oral. Hein. Et je vous assure qu'il y a un langage non verbal. On pose une question, le candidat à l'affiche, ça se voit physiquement. Il fait ouh, ça se voit physiquement. Hein. Et généralement, il vous sort sa fiche. Mais pas ce que vous lui avez demandé, mais sa fiche. Et au fond, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que pour vous rassurer, mais on comprend très bien, vous lisez pas forcément bien le sujet. Et donc, vous traitez ce sur quoi vous avez des connaissances et non pas le sujet. Et c'est assez vrai à l'oral parce que, par exemple, on a remarqué, sur les questions d'actualité, il y a eu beaucoup de questions sociales, par exemple. Là. Les gens avaient les connaissances. C'était dans le programme de l'écrit. Mais alors, comme on était à l'oral, le cerveau ne fait pas de fusion. Donc, ce qui était pour l'écrit, c'est fini. Voilà. Et donc, on ne le traite pas à l'oral. Or, justement, ce sur quoi on va vous juger, entre guillemets, c'est votre capacité d'argumentation. Donc, d'où qu'elles viennent, vous voyez ce que je veux dire. Et en revanche, c'est une question contemporaine, par exemple sur la vieillesse, ça appelait quand même une certaine réflexion sur cette question. Ce qui est intéressant, c'est vous en pensez quoi de la vieillesse? Vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, le problème, c'est qu'on a beaucoup de copies, enfin c'est ce que nos collègues nous ont dit, c'est ce qui pourrait bien faire plaisir au jury qu'on écrirait sur la vieillesse. Vous voyez ? C'est pas tout à fait la même chose. Alors là, par contre, les membres du jury ont bien compris que eux, ils faisaient partie de la vieillesse. Ça c'était clair dans les copies. Hein. Voilà, enfin faire plaisir aux vieux parce que bon, ils sont vieux. A raison. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qu'on va chercher à chaque fois, parce que finalement, même à l'oral, je vous dis pas qu'il faut raconter n'importe quoi. Mais si dans votre analyse d'une question, vous commettez une petite erreur, c'est pour ça que sur les chiffres, par exemple, il faut avoir des fourchettes. Des fourchettes, une idée, un ordre de grandeur. Mais si vous commettez une petite erreur, mais que vos raisonnements est intéressant, c'est pas un problème. Si en revanche, vous nous récitez, voilà. Sur les fiches, ça a un avers et un revers. L'avers, c'est le contenu de la fiche. Et s'il est bien amené, bien mis en scène, on ne saura pas, on ne devinera pas qu'il y avait une fiche derrière. Son revers, c'est la définition d'un certain périmètre. Et ce périmètre n'est pas forcément celui de la question posée. Et là, on voit la fiche. On voit qu'elle traite une partie du sujet, ou tout le sujet plus autre chose. Bref, que le puzzle est mal... Ça, on s'en aperçoit. Donc, le contenu, toujours, le périmètre prédéterminé, attention. C'est, je crois, très important. C'est normal que vous prépariez,
Mais ce n'est pas un jeu de cartes où vous sortez la fiche. Et vous allez l'exploiter, mais pas forcément juste la réciter. Et ça, c'est valable pour l'écrit et pour l'oral. Et ça concerne, c'est une réponse plus large que votre question, mais ça concerne justement les références. Alors, et je ne pense pas que nos amis correcteurs de l'écrit vous jaugent au nombre de références. Je ne pense pas. Enfin, voilà, ça manque de références. Je ne crois pas. Monsieur, et après monsieur. Il y a monsieur au fond là-bas, et puis après monsieur à droite. Vous vous passez le micro, c'est le plus simple. Hein. Passez le micro comme le relais. Bonjour, déjà merci de nous faire cette présentation. Alors moi je vais poser une question sans que vous en disiez trop, mais parce que ça m'intrigue. Comment sont choisis les sujets ? Je l'ai passé l'année dernière, le concours, pour m'essayer, et j'ai été très surpris de certains sujets qui m'ont décontenancé. Est-ce que c'était voulu, recherché, dans vos choix de sujets, de décontenancer le candidat, d'essayer de le... Alors, vous allez peut-être nous donner un exemple, mais vous parlez de l'écrit là. En effet. Alors, les sujets, la technique de choix, elle est simple. Chaque jury d'écrit vient. Nous avons un jury commun, une assemblée commune par concours, c'est-à-dire concours externe. Et chaque jury vient avec 2 ou 3 sujets. Donc, et on discute de ce qu'ils entendent par ce sujet. Et donc, éventuellement, on en disqualifie soit parce qu'on trouve que le sujet nous semble pas bien. Et là, c'est nous qui avons le dernier mot. Hein. Mais ça, c'est consensuel, ça se passe en bonne entente. Et il y a également la notion d'équilibre entre les différents sujets pour le concours en question. C'est-à-dire que... je reprends l'exemple de l'environnement, par exemple, si tous les sujets de droit public, de questions contemporaines, etc., parlaient tous de l'environnement, ça ferait un peu monocorde. Donc on essaye d'avoir des conséquences et des sujets traités qui sont un peu différents. Voilà. Alors maintenant, ça serait intéressant de savoir pourquoi ils vous ont surpris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Question sociale ? Non, question sociale, pas forcément. J'étais surpris par celui d'économie, peut-être, sur le coup. Mais après, c'est que j'étais pas préparé aussi l'année dernière. Enfin, je suis venu au concours et avec mes connaissances de base, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Donc j'étais un peu décontenancé par celui-ci. Après, pas plus qu'autre chose. Celui de droit public s'entendait et même était presque imaginable. Donc non, je voulais juste savoir quel était vous. Parce que non, c'est vraiment... D'abord, il y a l'inventivité, objectivement, des correcteurs, c'est-à-dire qu'ils viennent avec des sujets qu'ils pensent être intéressants. Moi, je crois que je les ai quand même sentis... Alors certes, c'est difficile à vous dire ça à vous, mais c'est pas une embuscade. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont pas là en disant « Là, j'ai trouvé un sujet qui va être sanglant. » quoi. Là, ils vont tous se planter. Non, c'est pas ça. Je peux vous le dire, c'est un sujet qui est intéressant. Et alors, ce qui peut être difficile pour vous, c'est quand le sujet n'est pas, entre guillemets, classique. Parce qu'il y a des sortes de sujets, j'allais dire questions de cours, hein, routine, on les a déjà vus, ils sont tombés il y a 3 ans, ils se retombent. Alors là, on peut se dire, je suis à l'aise. C'est pas forcément une bonne idée. Hein. Et un sujet le sujet sur la vieillesse, c'était piège. Hein. Parce que c'était la vieillesse, c'était sociologique, et il y en a certains qui l'ont traité d'une autre manière et qui se sont totalement plantés. Donc, il faut être toujours, quand vous avez un sujet, prenez le temps de le lire. C'est une épreuve qui est suffisamment longue. Prenez votre temps, lisez-le, relisez-le, réfléchissez comment vous allez le traiter. Et c'est la même chose à l'oral. Vous avez le droit de réfléchir 30 secondes, ça apparaît extrêmement long. Mais vous avez le droit de réfléchir avant de parler, hein, et à l'écrit aussi, hein, pour ne pas vous lancer et tout d'un coup vous rendre compte au bout d'1 heure que vous êtes parti dans une direction mince, mais c'est peut-être pas la bonne direction. Hein. Mais voilà comment ça se passe. Après, on n'est pas à l'abri d'un sujet qui ne vous convient pas, qui n'est pas dans ce que vous aviez envie d'avoir. Ça, oui, ça existe. Merci. Merci, monsieur, là-bas. Désolée, c'est moi. Bonjour et merci pour cette restitution qui est effectivement importante pour les préparationnaires que nous sommes. J'aurais 3 questions. Une première en complément de celle de monsieur pour savoir à peu près quand les sujets sont choisis, si jamais ce n'est pas encore dans le secret.
La deuxième sur les écrits et notamment sur la personnalisation que vous avez évoquée. C'était un des grands thèmes évoqués l'année dernière, notamment par la directrice de l'INSP, sur la question du jeu. Et alors la question que je vous pose, c'est comment vous avez pu prendre en compte, notamment au niveau des écrits, les questions des expériences personnelles ou vraiment des avis plus personnels. Et la dernière sur le grand oral et sur la méthode de notation. Est-ce que vous notez les 3 parties ou c'est une note globale qui est un petit peu la pondération des différents avis des membres du jury? Je vous remercie. Merci. Alors donc, attends, tu as noté les questions, ça va être Oui, bien. parce que sur la personnalisation dans le jeu, l'usage. Non, du jeu. la date du jury d'abord. Ah oui, la date. On va se tourner vers Michel, mais bon, il y a un calendrier qui est établi, c'est le même tous les ans. Hein, c'est la semaine prochaine. Ça va commencer là. Et après, bien sûr, les jurys, il y a des techniques extrêmement sophistiquées de conservation au secret, hein, disons, de ces sujets, comme dans n'importe quelle épreuve dans le système universitaire français. Hein. Mais vous verriez le service de Michel, on y rentre comme à Fort Knox, et les jurys sont dans des armoires fortes. Les jurys, non pas les jurys quand même. Pas encore, on n'a pas été enfermés. Non, mais par contre, les sujets sont dans des armoires fortes. Hein, donc il y a quand même une très forte confidentialité. Sur le jeu, c'est-à-dire sur l'approche personnelle dans les réponses, c'est ça que vous voulez dire, hein. À l'écrit et à l'oral, ou les deux. J'allais dire oui, réponse personnelle. Alors d'abord, oui, moi personnellement, j'aurais toujours regretté par moment que la personnalité du candidat ne sorte pas. Donc oui, on a le droit de dire je, et on a le droit d'avoir une opinion. Alors attention, on n'a pas le droit de la ramener, et on n'a pas le droit d'avoir un ego surdimensionné. Je pense que, pas le droit, ça fera mauvaise impression. Donc c'est aussi un équilibre entre les deux. Mais on a pu assez se plaindre, et vous l'avez vu dans notre rapport, quand même, que dans certains cas, justement, on ne voyait pas le candidat à travers la réponse. C'est-à-dire qu'on avait une réponse de qualité, académique, bonne réponse, avec les faits sont là, mais ils sont, à l'écrit surtout, ils sont sans avoir fait la même réponse. Donc, j'allais dire que tout ce que vous pensez être à votre avantage, il ne faut pas hésiter à jouer cette carte, parce qu'elle est importante. Hein, mais je ne sais pas ce que tu... Non, mais je pense que si vous voulez, c'est un petit peu. Alors, l'écrit, nous, on n'a pas corrigé l'écrit, hein, mais si on reprend l'écrit ou l'oral, c'est toujours la même chose, c'est de se poser la question quel apport est-ce si je dis je? Et c'est vrai que, par exemple, si on reprend l'oral, il y a des candidats qui ont mis à profit leur expérience, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pour argumenter leur point de vue. Ça, c'est intéressant. Sinon, vous voyez, c'est plutôt, je le renverserais, et je pense que c'est un peu la même chose dans une copie. C'est-à-dire, qu'est-ce que le fait que vous disiez que c'est vraiment votre opinion sur un point, qu'est-ce que ça apporte, le fait que... Parce que, quelque part, j'aurais tendance à dire, toute la copie doit refléter votre opinion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à vous de doser. Mais on ne vous en voudra pas. Voilà. Puis c'est ça, votre... Non. C'est vraiment une question d'équilibre. Et la troisième question sur la méthode de notation de l'épreuve d'entretien, c'est pas le grand oral. Hein. C'est l'épreuve d'entretien. Je ne sais pas pourquoi tout le monde vient encore avec le grand oral. Ça a plusieurs années de retard, mais bon, c'est pas grave. C'est rigolo. Alors, effectivement, nous avons deux types mais nous avons essentiellement noté, non pas par séquence, mais par type de critères, qui étaient d'ailleurs transparents, puisque nous avons écrit un courrier au candidat où on expliquait ce qu'on allait faire, intelligence des situations, intelligence de soi et ça m'a déjà sorti de l'esprit. Et voilà, hein, et intelligence des relations. Donc vous voyez, et on avait avec des sous-critères, alors c'est-à-dire nous avions des sous-critères. Comment se passait la délibération? Donc déjà micro-délibération quand nous avons une petite pause, donc au bout de 2 ou 3 candidats. On regarde déjà un peu, on s'échange sur les... Et en fin de demi-journée, première délibération avec des idées de notes. C'est pas une feuille Excel, on ne fait pas des sortes de moyennes, c'est quand même un jugement humain. Ce que je peux vous dire, c'est que, donc on est 5, c'est très intéressant. Dans certains cas, c'est consensuel. Dans certains cas, c'est pas consensuel, mais ce qui est très intéressant, c'est que
comment dire, en général, la conviction de certains va l'emporter sur les autres. C'est-à-dire que on ne fait jamais une moyenne par faiblesse ou par... on se dit, allez, oui, bon, il y en a qui disent 15, il y en a qui disent 12, allez, on fait la moyenne. Non, ça, personnellement, on ne l'a jamais fait. On a plutôt eu les gens qui pensaient 15 qui ont convaincu les gens qui pensaient 12, ou les gens qui pensaient 12 qui ont convaincu les gens qui pensaient 15. Et convaincu dans le sens argumentaire, positif, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Après, on a aussi le souci de l'homogénéité, puisque, par exemple, le concours externe il se déroule quand même sur 3 semaines, hein. Donc il n'est pas anormal de réfléchir à une homogénéité dans notre propre jugement. Nous sommes humains déjà dans la journée. Donc on a aussi des sortes d'étalons. Nous, ce qu'on avait fait, c'est que nous avions quelques personnes dont on se souvenait, j'allais dire pour être clair, des bons candidats et des moins bons candidats. Et on prenait ça comme référence pour se dire, attends, non, cette personne, elle est quand même meilleure que machin. Ou non, cette personne, elle est moins bonne que truc. Et ça, alors ça n'assure pas homogénéité totale, parce qu'encore une fois, c'est un jugement humain, et heureusement qu'on n'a pas un algorithme qui vous donne la note tout de suite, mais je peux vous assurer qu'on passe beaucoup de temps, et l'idée étant, dernier point sur les notes, puisqu'on en parle, c'est un concours. Donc le but n'est pas de vous décerner un diplôme de qualité ou même une note infamante. Donc la note n'a aucune valeur de jugement. La note, c'est un classement entre vous, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est vous interclasser. Donc, par exemple, dans notre jury, on a mis des notes de 19 à 4, ou à 3 même, je crois. On a mis des 19. Dans certaines épreuves des facs d'où vous venez, on note pas au-dessus de 12. Ce qui me paraît, en tant qu'universitaire, totalement ridicule d'ailleurs. Mais donc, nous, l'idée étant aussi qu'il s'agit que les notes soient les plus étalées possibles pour vous départager, puisqu'il s'agit d'un concours. Et donc ça, on y a fait aussi très attention à ne pas se resserrer. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que les courbes de notes qu'on a, les courbes de Gauss, sont faites pas des courbes de Gauss, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pic pratiquement. Elles sont extrêmement étalées, elles sont très plates. Voilà pour les notes, je ne sais pas s'il y avait d'autres. Monsieur. Merci beaucoup. Et merci pour la restitution du jury de concours de cette année. Alors j'avais 2 questions. La première, vous y avez déjà un petit peu répondu à l'instant. C'était 2 questions sur l'entretien. C'était la prise en compte du biais de passage, en fait. Vous l'avez rapidement évoqué en disant que vous faites des pauses tous les jours, mais est-ce que je comprends aussi que vous faites une harmonisation à la fin de la séquence d'oral avec tous les candidats que vous avez vus, de sorte à harmoniser et avoir les idées claires sur tous les candidats? Et la deuxième question, c'était plus sur le concours interne, le 3e concours. Est-ce que vous avez des conseils spécifiques sur le RAEP, comme vous avez pu donner sur le CV dans un premier temps? Oui. Merci. Alors oui, on essaye de faire le maximum pour répondre à votre première question sur l'homogénéisation. C'est sûr que le concours externe se déroulant sur des temps plus longs, l'homogénéisation est plus délicate, mais on en est conscient, sinon je ne vous en parlerai pas, et donc on fait notre possible. C'est sûr que sur le 3e concours ou le concours interne, c'est un peu plus entre guillemets facile parce qu'on a la meilleure mémoire. Mais j'allais dire l'attention qu'on porte au concours externe est encore plus forte parce qu'on sait très bien qu'on peut être soumis à ce type de biais. Pour la question, alors déjà, je dois dire, nous sommes indépendants. Je ne sais pas pourquoi un jour on vous a... Alors pour le concours interne ou pour le concours docteur, le RAEP porte bien son nom puisqu'il s'agit quand même de votre expérience professionnelle. Pour les autres, je regrette, il s'agit d'un CV. Mais ce que je crois qui est important, donc on parlait de l'acronyme tout à l'heure, je ne sais même plus comment ça... qu'est-ce que ça veut dire, RAEP? Reconnaissance des acquis de l'expérience. Donc, souvent, cet objet, ce document que nous consultons, c'est ce que nous le regardons, il nous est utile, n'est, par exemple, pour les concours, pour les 3e concours ou les concours internes, ne reflète pas assez les acquis de l'expérience. C'est-à-dire que c'est quelquefois un CV un peu tout venant, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, et donc il doit être structuré pour intéresser le jury par rapport à l'objet du jour, qui est de vous recruter à l'INSP. Pas de dire tout ce que vous avez fait dans votre vie, à la limite, Et donc, mais il est très important, il est probablement plus important, et y compris la partie orale d'exploitation de ce document,
pour ce type de concours que pour c'est pas faire injure aux candidats du concours externe de dire qu'ils ont un CV plus léger que les candidats du 3e concours. Hein. C'est dans l'ordre des choses, l'âge, l'expérience professionnelle. Mais vous devez vous-même regarder votre AEP, enfin, quels sont les acquis de l'expérience professionnelle qui seraient intéressants pour vous recruter, parce que c'est ça qui nous intéresse. Je pense que c'est une réponse un peu bateau aussi, j'en conviens. Mais attention, et vous n'êtes pas obligé de nous coller des pages et des pages, hein, de choses qui ont l'air et qui n'ont peut-être pas l'air assez personnelles, ou ça je redis pour tout le monde. Mais là aussi, peut-être quand on a une expérience professionnelle plus large, on peut citer un certain nombre de choses, mais on peut insister sur un certain nombre de choses. Et on peut faire des asymétries, mettre la loupe sur certains endroits. Parce que juste la liste de tout ce que vous avez fait, non ordonné, non hiérarchisé, mettez-vous à la place du jury, ça ne va pas tellement l'intéresser, quoi. Non, et juste là-dessus, alors pour vous dire, on a quand même l'obsession de l'interclassement. Hein. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à interclasser les gens, tout le temps. Tous les jours, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, toutes les semaines, etc. Tout constamment. Et je pense que c'est important parce que ce n'est pas la qualité. Enfin, ce qui est important, c'est on juge une prestation et on juge les prestations les unes par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'on nous a dit tout à l'heure, c'est un concours pour recruter des personnes qui vont aller à l'école. Oui, bien sûr. Mais c'est un concours pour recruter des gens qui vont exercer certaines fonctions. Et vous avez en face de vous des gens qui ont beaucoup recruté. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à se rassurer. Il faut le savoir. Donc, quand vous allez mettre en valeur ce que vous considérez comme étant des qualités, voire même des faiblesses, hein, parfois, le jury va se dire, ah bah oui, il me dit quelque chose sur qui il est. Je sais ce que j'achète. En fait, ce qu'on a reproché, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la mise en situation où on noie le poisson. Pourquoi ça va être mal jugé? Parce qu'on ne sait pas. On n'a pas pu savoir qui vous étiez. On ne recrute pas un modèle. On a eu des gens qui ont échoué parce qu'ils sont arrivés dans la position du matamor, alors que ce n'est pas du tout eux. On a eu ça. Et quand on les a vus, on leur a dit, bah oui, vous auriez été comme ça se serait bien passé. Mais ils avaient une idée de, alors je ne sais pas comment on dit, l'inespéien, hein, je ne sais pas. Voilà, l'idée de, on va dire, l'énarque. Ce que c'est qu'un bon énarque. Et donc, on va essayer de correspondre à l'image qu'on a. Mais ça ne nous rassure pas. Ce qu'il faut mettre en valeur, c'est qui vous êtes. Pourquoi on vous recrute? Pourquoi on vous recruterait vous? Pourquoi vous? Parce qu'il faut quand même savoir que globalement, les gens sont plutôt bons, voire très bons. Ils sont très bien préparés. Donc pourquoi vous? Qu'est-ce que vous avez de votre point de vue qui fait qu'on devrait vous recruter? Et c'est ça qui est important, de le mettre en valeur dans votre CV, dans votre RAEP, dans tout ce que vous allez présenter, et d'avoir... Il y a des gens qui arrivent à vous convaincre, parce que c'est ça, hein, vous convainquez les gens d'une cohérence. Ils sont cohérents. Sur tous les temps, entre l'épreuve collective et l'entretien, ils sont parfaitement cohérents. Et donc, ils sont rassurants. Et ça, vraiment, je pense que c'est important. Et tout le monde a ses chances. Hein. Il y a des gens qui sont très timides, on l'a redit. Hein. Vous rougissez jusqu'à la pointe des oreilles. Je vous en parle d'autant plus que moi j'ai fait ça. Hein. Alors on m'avait dit porte un foulard, c'est encore pire parce que là vous avez le rouge. Oh, c'est encore plus. Bon. Qui font preuve d'une maîtrise d'eux-mêmes. On voit, il y a un effort colossal. La voix est stable. Ils rougissent de plus en plus. On se dit oh, quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Bien plus que quelqu'un qui est à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va vous confier du personnel. Voilà. On va vous confier des gens à gérer. Donc, quelle est la relation que vous avez aux autres? Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a tout type de manager. Hein. Tout type de manager. Il y a les sympas, les pas sympas, tout ce que vous voulez. Mais donc, vraiment, dites-vous, analysez tout ce que vous mettez. Qu'est-ce que je veux dire au jury? Bonjour et merci pour cet échange. Je voulais savoir, est-ce que le fait que vous avez été le premier jury de l'INSP a changé quelque chose à votre approche, notamment le fait de la réforme de la scolarité, la réforme des concours qui étaient encore en cours pendant que vous étiez jury? Est-ce que vous êtes projeté
dans cette perspective-là, à la fois aux écrits, aux oraux, donc aussi dans les choix des sujets, en étant peut-être plus porté sur des enjeux plus d'actualité et d'attentes plus opérationnelles et personnelles, et tant sur les écrits que les oraux. Pour être provocant, mais vous avez un petit développement là-dessus dans le rapport. Je dirais malheureusement non, parce que nous avons travaillé sur des critères de concours qui sont ceux de l'arrêté ENA. Je simplifie. Et un arrêté, c'est un arrêté. Donc on respecte. Alors ça, c'est la lettre sur la forme, mais je pense que c'est pas la réforme INSP qui a changé beaucoup l'état d'esprit de dire, par exemple, qu'on doit être pratique, comme vous le disiez. Je pense qu'à l'ENA, déjà, il me semblerait logique, j'étais pas là, et moi j'ai pas été sur ces bancs ici, mais qu'on travaillait déjà sur des aspects concrets, sur des aspects de carrière, etc. Donc ça, c'est pas nouveau. Autrement dit, mais je vous l'ai mis dans le rapport, on déplore un petit peu ce manque de liaison entre le concours et l'évolution de la scolarité. Mais nous, et ça aussi c'est une garantie pour vous, le jury a un cadre de référence qui est inamovible et il n'improvise pas. Le jury se réfère à l'arrêté et travaille selon l'arrêté. Que cet arrêté puisse être critiquable politiquement, stratégiquement, c'est un autre sujet, mais le jury se doit de le respecter strictement et c'est ce qu'il a fait. Après, comme vous l'avez entendu, et je pense que ça date pas de INSP, je pense que ça date de la conviction de mes collègues et de l'ensemble du jury. On est là pour recruter effectivement des fonctionnaires. Mais si vous regardez les rapports d'il y a 10 ans, mes prédécesseurs disent bien, on est là pour recruter de futurs hauts fonctionnaires. Donc cette notion de pratique que vous évoquez là, certes qui va être accentuée maintenant dans la scolarité, mais elle était déjà dans l'esprit, je pense, de nos prédécesseurs. Après, chacun décline cette contrainte. Il y a des variations d'un jury à l'autre, mais je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment de différence. Je ne sais pas si... Non. Il y a un monsieur là-bas. Bonjour. Ma question est courte. Y a-t-il en ligne des annales de mise en situation? Et si oui, où les trouver? Alors, non. Il n'y en a pas officiellement, si j'ai bien compris. Je me tourne vers Michel. On peut d'ailleurs se demander pourquoi il n'y en aurait-il pas, mais bon, pour le moment, l'usage, c'est qu'il n'y en ait pas. Par contre, je crois savoir que justement, et c'est un souci, il y a des mises en situation... comment dire, les officines privées, ça leur arrive d'avoir de vendre en quelque sorte leurs annales. Et je sais qu'ensuite ça circule entre vous et que la plupart des candidats finalement se procurent ces annales. Ces annales sont mises. Alors, un petit mot quand même d'avertissement, les mises en situation, elles peuvent changer d'une année à l'autre. Le jury, nous avons fait un gros toilettage des mises en situation. Attention aussi au syndrome anal, c'est-à-dire que le fait d'avoir c'est comme les fiches avant, le fait d'avoir des annales, on dit oh mince, je suis tombé sur celle que j'avais préparée et pof, c'est pas celle-là en fait. Attention, c'est-à-dire que ce que je peux vous dire, c'est quoi les mises en situation? On va peut-être, sans vouloir répondre, mais comment elles ont été construites? Parce qu'on en avait de très nombreuses. En fait, on en avait pratiquement à peine la moitié. Elles sont maximum tombées 3 fois, quelquefois 2 fois. Donc c'est des mises en situation très variées. Et pas nécessairement dans le même concours. Et en général une seule fois. Tombées 3 fois dans 3 concours différents, c'est-à-dire qu'elles sont tombées une seule fois. Il y a toujours une injonction contradictoire. Ça, c'est la base même. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais avant. Il n'y a pas une seule réponse. Il y a toujours une injonction contradictoire où vous devez prendre des positions, faire des choix, ou dire que vous n'arrivez pas à faire le choix parce que... il y a une scénarisation qui correspond à votre niveau de responsabilité, soit élève INSP, soit premier poste à la sortie de l'INSP. Jamais plus. C'est pas directeur de cabinet. Et puis, il y a une certaine... Elles sont pas très longues, en général. Elles sont relativement brèves, donc elles sont relativement frustres, elles sont relativement schématiques.
Et je redis ce que... Attends, maintenant je confonds avec ce que j'ai pu dire avant, mais on vous a déjà dit qu'il fallait interagir avec le jury ou je ne vous l'ai pas dit? Oui, c'est ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Excusez-moi, il est tard. Mais donc, c'est surtout ça qui est important. Alors c'est vrai que les annales vous aideraient, mais je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure. Annales ou pas, c'est l'entraînement qui est important. Je ne suis pas sûr que les annales ne soient pas un faux ami et une manière de se sécuriser artificiellement et au contraire de se renfermer dans le raisonnement plutôt que de s'ouvrir. Hein. Oui, moi, j'avais juste un point. Vous pouvez faire confiance au jury. Hein. C'est-à-dire que si vous répondez bien à la question, vous répondez bien à la mise en situation, ben vous allez avoir des relances. Ils peuvent être très créatifs dans la relance. Donc, non, mais c'est évident. Hein. C'est vrai qu'on voit que ça se passe bien. On dit, ah, le candidat est bien. Hein. Alors, on va y aller un petit peu, là, on va pousser un petit peu. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que dit Alain, c'est-à-dire que les annales, c'est comme les fiches. Je pense que vous allez vous sentir confortable et on part très rapidement dans le décor, très rapidement. Hein. Premièrement, et deuxièmement, je veux dire, il y a toujours des relances qui peuvent être conçues par le jury au fur et à mesure parce qu'il y a une interaction avec. Et là, c'est redoutable hein, si vous avez préparé quelque chose parce que vous allez vouloir nous répondre ce que vous avez préparé. Parce que le recruteur, il cherche à se rassurer et le candidat aussi. Écoutez. Hein, ça marche toujours, bon, c'est pas grave. En même temps plus près, si tu mets bien. Prêt, voilà. Écoutez la question que l'on vous pose. Et si on vous la repose, c'est probablement parce que vous n'avez pas répondu. Donc, ne continuez pas à nous répondre ce que vous étiez en train de nous répondre. Parce que l'interaction, vous voyez, l'interaction, c'est essentiel. Vous allez être mis dans ce type de situation dans votre vie professionnelle. Et ce n'est pas uniquement la scolarité qui va... En plus, vous partez très rapidement en stage. N'oubliez jamais ça. C'est-à-dire qu'un mois après, vous êtes en stage. Donc, on peut voir si vous savez nager. Comment vous réagissez dans la difficulté? Et donc, si vous êtes bon, on cherchera à vous mettre en difficulté. Si je puis me permettre, je crois que la notion même d'annale est antithétique avec ce qu'est la mise en situation. Vous n'êtes pas des intelligences artificielles qui finiraient par comprendre ce qu'est une mise en situation à force d'avoir vu des situations. On n'est pas dans le deep learning. Non. Ce que vous devez comprendre de la mise en situation, c'est qu'elle comporte une injonction paradoxale devant laquelle vous pouvez être comme l'âne de Buridan, où vous pouvez choisir et hiérarchiser, ou dire qu'il appartient à une décision de type politique de choisir, vous pouvez. Vous devez comprendre ce qu'est une ligne hiérarchique, plus ou moins profonde, et ne pas vous tromper de niveau quant à ceux avec qui vous prenez à tâche, comme on dit dans les préparations. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas la peine de multiplier les situations. Vous n'êtes pas des intelligences artificielles. Ce n'est pas comme ça que vous comprendrez ce qu'est une mise en situation. C'est en pratiquant un certain nombre, pas 50, 7, 8 pendant votre préparation, et surtout suivi ensuite d'une évaluation. Car ici encore, la boucle de rétroaction pour l'apprentissage est fondamentale, car vous n'êtes pas des intelligences artificielles. Et pour ces raisons-là, je crois que la notion d'annale, qui va très bien avec certains types d'autres épreuves, ne va pas du tout avec la mise en situation. Et de toute façon, le jury peut très bien choisir de totalement modifier le catalogue des mises en situation et vous vous retrouvez avec aucune question posée qui correspond à vos annales. Donc, d'autres questions? J'en vois pas. Ah si, pardon, au fond. Là. Oui, bien sûr, vous allez-y. Simplement, vous êtes un peu dans la pénombre parce que je ne vous avais pas repéré tout de suite. Merci. J'en profite puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Donc j'en ai deux. Alors la première, j'ai pu voir dans le rapport du jury, je crois que c'était déjà présent peut-être dans celui d'avant, de demander de faire des copies moins stéréotypées et moins basées sur les meilleures copies. Et à cet effet, vous avez proposé de mettre des copies à 12 en ligne. Donc moi, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on ne le faisait pas dès maintenant ou voilà. Donc ça, c'était une première partie de ma question. Et la seconde, vous avez dit que vous avez mis des notes qui allaient de 4 à 19. Oui. Oui. Est-ce qu'il est possible de savoir un peu ce qui s'est passé pour la personne à 4 et peut-être pour celle à 19 aussi?
Je ne sais pas exactement. Je pense que la personne qui a eu 19 a été reçue. Les personnes qui ont eu 19. En général, si on met 4, je vais vous dire, c'est un signal très clair. Je vais être grossier. On dit cette personne, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'elle est. C'est pas un jugement de valeur. On dit que sur notre démarche de recrutement, je pense qu'il ne faut pas la recruter. Hein, voilà, c'est tout. Alors, il y a les jeux de compensation. Je pense qu'à 4, même un très bon écrit passe pas. Mais ça peut arriver. Hein. Dans l'histoire, Michel Bornet, qui nous aide beaucoup dans tout ce qu'on a fait, nous a raconté qu'il y a eu des cas où effectivement des très mauvaises notes d'oral ont été compensées par l'écrit. Ça arrive. Mais ça, c'est la règle du système. Hein. Donc, non, il n'y a pas de... Mais en général, cet étalement a quand même porté ses fruits, c'est-à-dire que nous pensons raisonnablement que tous les gens qu'on a reçus... dans certains cas, ce qu'on a découvert après, c'est que ça a permis de rattraper un écrit moyen. Mais bon, les bons candidats, ils réussissent un peu partout aussi. Hein. Je pense que c'est assez naturel. Et alors, votre première question, c'est... Tu l'as noté. Les copies moins stéréotypées. Alors, les copies... Avec les copies à 12, pourquoi c'était pas fait avant Oui, mais comment faire pour faire des copies moins stéréotypées? Non, mais à nouveau, on peut pas vous... Enfin, il y a une notion de sécurité. Notre analyse, c'est que il ne peut pas vous reprocher d'essayer de rentrer dans une sorte de moule pour construire une base minimale. Et donc, les copies stéréotypées, ça existe, et puis c'est comme ça. Mais j'attire votre attention juste sur le fait que les correcteurs d'écrit s'en plaignent. Mais ils donnent la note qu'il faut, hein, c'est-à-dire, ils donnent la note méritée, y compris de bonnes notes, à une copie stéréotypée. Mais je ne suis pas sûr, alors comme nous n'avons pas corrigé l'écrit, je ne peux pas vous l'affirmer, mais que les meilleures copies soient forcément stéréotypées. Alors vous posiez la question aussi de notre recommandation, qui est justement de ne pas se baser juste sur la publication de la meilleure copie, mais sur la publication d'une copie moyenne avec quelques éléments de jugement, un petit paragraphe en dessous qui dirait que le correcteur remplirait pour dire voilà, cette copie était très intéressante par tels aspects, mais elle a failli par tels autres aspects. Donc ça, c'est le rapport vient de sortir, donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui ça ne vous soit pas fourni, puisque là, on a une simple question de calendrier. Mais là, je me tourne vers Michel, mais c'est à l'administration de savoir si il souhaite et quand il souhaite le faire. Encore une fois, nous, les recommandations du jury sont des recommandations. C'est soit à l'autorité politique, soit à l'autorité administrative de savoir ce qu'ils veulent en faire. Moi, j'allais dire, si on l'a écrit, je pense que ça serait une bonne idée, parce que justement, c'est plus pédagogique de voir une copie moyenne et ce que le correcteur suggérerait pour l'améliorer, ou ce qui l'a particulièrement embêté comme défaut. Et donc, j'espère que ça pourra être mis en œuvre, mais il faut demander au correcteur de le faire, etc. Donc ça, c'était pas dans le calendrier là, puisque le rapport est sorti le 11, hein, je crois. Donc voilà. Non, mais juste là-dessus sur la prestation. Alors, on va quand même aussi vous rassurer. Il y a des gens qui ont eu 19. Ah, ils sont très bons. C'est sûr. Ils sont quand même assez bluffants. On a eu dans tous les concours vraiment bluffants. Au-dessus de 17, c'est quand même très très bon. Après, les 3/4 des candidats, il faudrait quand même regarder, ont eu des notes honnêtes dans toutes les matières. Voilà. Donc, avec, je sais pas, il faudrait regarder, mais on a mis énormément de 14 de 15 à des gens qui ont fait une bonne prestation, solide. Vous voyez, c'est rien d'extraordinaire, mais solide, etc. Et on se dit, bon, si à la fin de l'entretien, on se dit, la personne, on lui confierait la clé du bureau, c'est bon, vous passez. Donc, vraiment, ne vous mettez pas en tête quand vous rentrez dans la pièce qu'il faut avoir 19, hein, parce que là, c'est le meilleur moyen pour avoir 4. Et quand on a mis 4, on a vu les candidats, hein, et on a compris d'ailleurs pourquoi ils avaient eu 4 et parfois ils ont été très mal conseillés. On ne juge pas de votre valeur, on juge de votre valeur par rapport à un exercice. Quand on a eu 4, c'est que on a raté l'exercice. Pourquoi l'a-t-on raté? Parce que c'est vrai qu'on ne se dit pas que demain, on n'est pas convaincu sur le fait que demain, vous pourriez assumer ces fonctions sans faire des catastrophes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est vrai que voilà, les 3/4 des copies, des prestations, c'est solide, quoi.
Alors, excusez-moi, je me permets juste d'intervenir. Pour les personnes qui sont à distance, en fait, le chat était bloqué, puisqu'en fait, après, c'était assez compliqué de gérer les questions à distance. Donc, en fait, voilà, vous pouvez poser vos questions à l'adresse qui est stagiaire au singulier -insp@insp.fr. Les réponses aux questions seront traitées et ensuite mises à disposition sur notre site insp.fr ainsi que l'enregistrement. Voilà. Tiré du 6, hein. Oui. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc on n'aura pas de questions en ligne là. Il y a celles qui ont été celles qui avaient déjà été envoyées, d'accord. Voilà. Donc j'en oui, relaye l'une d'elles. Voilà, reprendre. Il y a une dame dans la salle encore. On a le temps. On a jusqu'à quelle heure, Michel, juste pour on a jusqu'à 17h30. Oui, donc c'est bien. Oui, on a le temps. Peut-être qu'on peut. Madame, si vous passez de l'autre côté, vous arriverez mieux. Hein. Oui, c'est pas faux. Je sais pas pour vous commander. C'est comme au théâtre. J'aurais eu moins. J'aurais eu zéro à l'épreuve de la mise en situation du. C'était. Pardon. Oh. Merci. Bonjour. J'ai une question un petit peu en lien avec celle qui a été posée sur les copies stéréotypées. À la lecture du rapport, j'ai eu l'impression que le jury pouvait être un petit peu critique sur certaines prépas publiques et privées, souvent parisiennes. Pour autant, ces prépas montrent des résultats assez impressionnants, souvent autour de 70-80% de réussite au concours. Donc, quelles conclusions devons-nous tirer selon vous de cela? Merci. Alors oui, on a été critique, pas forcément sur les prépas, mais sur les arguments que vous venez de développer. Je prends l'argument 70%. Ça, c'est ce qui s'appelle une coïncidence, mais pas une corrélation, hein, si on parle en termes statistiques. Personne n'indique que c'est parce qu'ils ont fait la prépa qu'il y a 70% de réussite. Ils ont fait la prépa parce qu'ils avaient, excusez-moi, peur, et que ça les rassurait, et qu'ils avaient l'argent pour la payer. Parce que ça coûte quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, la question n'est pas de savoir si cette prépa a ou pas... Elle a peut-être aidé, parce que c'est des exercices en plus, c'est du travail en plus, ça force, entre guillemets, au bon sens du terme, les candidats à bosser, à plancher, à faire justement ce qu'on vous recommandait tout à l'heure, à passer des euros blancs, etc. Très bien. Mais la relation de cause à effet me semble tout sauf démontrée. Tout sauf démontrée. Et ça, je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on le dise. L'autre point de préoccupation des prépas, en général, c'est que nous avons, encore une fois, on vous en parle depuis un certain temps, donc on ne veut pas non plus... les prépas vous ont bien préparé. Dans les connaissances, dans la manière de faire, en vous rassurant. Mais les prépas, par moment, et peut-être parce que vous l'avez souhaité, ce n'est pas la faute des prépas, vous sortez des prépas en pensant que il y a une sorte d'automatisme. Et je crois que l'encouragement, que ce soit prépa privé, prépa public, oui, passez par... Mais l'important, c'est comment vous, après, vous capitalisez sur ce que vous avez... sur ce que vous avez acquis, et j'espère que vous en avez acquis des choses dans ces prépas. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai appris et comment je vais le mettre à ma main, comment je vais, moi, me présenter avec ce que j'ai appris, et pas comment je vais sortir la fiche, ou l'anal, ou ce que vous voulez, que j'ai vu dans la prépa. C'est pas ça le but. Les prépas, c'est pas vous. Donc, ils sont pas à votre place. Eux, ils encaissent. Hein. Je parle des privés, c'est pour ça que je suis un peu sévère. Mais les prépas publics font un super boulot. On les a vus tout à l'heure. Il y en a certains qui sont encore dans la salle, justement. Et donc, mais la prépa, c'est un outil pour vous. Mais c'est vous qu'on va juger. C'est pas la qualité de votre prépa. Et encore une fois, cette histoire de 70%, c'est du bidon. C'est du bidon parce que c'est un biais de corrélation. C'est pas une relation de cause à effet. Hein, mais encore une fois, moi je considère. Et si c'était vrai, ça serait catastrophique. C'est-à-dire qu'il faudrait payer 4 000 € pour réussir l'INSP. Je pense qu'il faudrait se poser des questions d'éthique à très haut niveau, hein, dans ce cas-là. Mais vous savez, on a le même souci dans d'autres types de formations de l'université, hein, où on se rassure en faisant des prépas très chers. Hein. Je pense aux études de santé, par exemple. Non, mais je crois qu'il ne faut pas confondre le point de passage obligé, du moins aux yeux de beaucoup,
d'une formation qui, pour l'essentiel, était déjà faite en amont, n'est-ce pas? L'été studieux avant l'automne des épreuves. Ne pas confondre cela avec le lieu unique et le seul adéquat de la bonne formation. Ce n'est pas la même chose. Et le plus souvent, ces préparations viennent en complément d'autres effectuées avant et où l'essentiel du travail s'est fait. Par ailleurs, attention aux chiffres, ce n'est pas comme pour les résultats du bac, les bons lycées, les mauvais lycées. L'offre est une offre de type monopsone. Oligopole, pardon. Une offre oligopolistique. Donc les chiffres n'ont même pas la même valeur que quand il y a des milliers de lycées. Ce n'est pas la même chose. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Sinon, on va passer aux questions qui nous ont été posées à distance. Voilà, je reprends une question qui est proche en fait de l'une que vous avez déjà traitée. Elle reprend la question de la copie de questions contemporaines, pardonnez-moi, au concours externe. La meilleure copie comporte très peu de références. Faut-il en déduire qu'il est pénalisant d'aligner les références, même si celles-ci sont étayées et pertinentes? Le problème, si vous voulez, enfin bon, écoutez, on a été à votre place, vous cherchez des recettes. C'est ça le problème. Vous dites alors, il faut en mettre beaucoup, il ne faut pas en mettre beaucoup. En fait, on ne juge pas au poids. Et en plus, dans les gens qui ont fait des très très bons oraux, y compris au concours externe, il y avait des gens qui étaient très très brillants. Je ne sais pas s'ils avaient fait la prépa privée, mais c'était vraiment très très brillant. Il y a des gens que je ne qualifierais pas de brillants, mais qui étaient extrêmement solides. Extrêmement solides. Ils n'avaient pas cherché des trucs compliqués pour vous convaincre. Hein. Je veux dire, ils avaient bien lu la presse. Ça dépassait pas, honnêtement, ça ne dépassait pas ça. Mais ils étaient très convaincants. Ils avaient une pensée très argumentée, très fine. Je ne pense pas qu'ils l'aient acquise à la prépa, hein, très sincèrement. Et donc, je crois que vraiment, il faut vous dire, effectivement, il faut avoir des connaissances, hein, mais ce qu'on va vous demander ensuite n'est pas d'une complexité extraordinaire. Je veux dire, on va vous balader sur des politiques publiques, on ne vous demande pas d'avoir un point de vue étayé, argumenté absolument sur tout. Mais alors, vous nous expliquez que vous êtes là parce que vous avez une très grande curiosité intellectuelle et que vous adorez les politiques publiques. Amour de politique publique. On en prend une, vous ne savez rien. On en prend une deuxième, vous ne savez pas trop. Troisième, vous savez pas trop. On se dit, est-ce qu'il est sincère? Mais c'est ça le problème. C'est pas de savoir le montant de connaissances, c'est quand il me raconte que ça l'intéresse, le service de l'État, les politiques publiques, ça qu'il a, que la personne, je dis il, hein, vous avez bien compris, il ou elle, mais il est sincère ou il n'est pas sincère? Ensuite, l'argumentation que vous allez développer, enfin franchement, il y avait des gens, je pense que c'était du niveau des articles qu'on avait eus dans Le Monde ou Les Échos, hein, c'était pas beaucoup plus que ça, mais c'était solide. Voilà. Et c'est la même chose pour les références. C'est-à-dire qu'une argumentation intéressante, argumentée, même s'il n'y a pas beaucoup de références, c'est pas très grave. Alors, je n'ai pas plus corrigé d'écrit qu'aucun d'entre nous. Hein. Mais j'aurais tendance quand même à répondre. La référence, ce n'est pas un bien en soi. Moi, je les note algébriquement, les références. Il y a des références qui sont des étais. Ça vient dans votre développement comme quelque chose qui va vous permettre d'étayer ce que vous venez de dire et d'aller plus loin ensuite. Et puis, il y a les références purement illustratives. Vous dites quelque chose et vous dites, tiens, d'ailleurs, Durkheim a pensé à la même chose, n'est-ce pas? Non, ça, c'est comme un grumeau dans le gâteau, c'est -1. Et donc, j'ai tendance à procéder à une computation algébrique des références. S'il y en a peu, mais qui sont de véritables étés, voire des tremplins, c'est magnifique. S'il y en a 25 qui sont de pure surface, et Kant a dit la même chose, n'est-ce pas? Non, ça c'est pas bien. Tout à fait. Et le fait, je veux terminer cette question, en fait, elle révèle une angoisse ou un souci que tu as déjà évoqué, mais je crois qu'il faut qu'on insiste un peu là-dessus, c'est que elle est bonne parce qu'elle a peu de références. Non, elle est bonne parce qu'elle est bonne. Alors, ce que je pense, la remarque qu'on a faite tout à l'heure pour les copies moyennes, j'en profite parce que c'est pas dans notre rapport, Michel, mais on pourrait aussi considérer que on pourrait demander au jury qui met une bonne copie de mettre une petite remarque en dessous. Pourquoi est-ce une bonne copie ? Trois lignes, hein, voilà. C'est une bonne copie parce que. Et je pense qu'il ne mettrait certainement pas c'est une bonne copie parce qu'elle n'a pas beaucoup de références.
Hein. Mais je reviens, on dit tous les trois la même chose sans s'être concertés. Cette question dénote ce que je vais même qualifier d'une certaine angoisse, à savoir pourquoi c'est une bonne copie, parce qu'elle n'a pas beaucoup de références, alors que c'est une bonne copie, parce que c'est une bonne copie. Et le fait d'arriver à cette notion de bonne copie, c'est un ensemble. Et il y a d'autres bonnes copies qui ne vont peut-être pas lui ressembler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle unique de bonne copie. Il peut y avoir une autre approche du sujet avec la même note et vous allez reconnaître des approches différentes. Donc attention aussi, c'est pour ça qu'on a souhaité sortir les copies moyennes. Il me semble que se concentrer comme sur la bonne copie qui est publiée comme le parangon absolu de l'excellence, si cette bonne copie ne vous convient pas, voilà, vous lisez la bonne copie, vous lisez le sujet, vous dites mais j'aurais pas du tout dit ça, moi. J'aurais pas dû dire ça. Moi, j'aurais traité le sujet autrement. Moi, j'ai la faiblesse de croire que c'est vous qui avez raison. Pas la bonne copie était une bonne copie pour la personne qui l'a écrite. Et si vous aviez envie de traiter le sujet autrement, c'est vous qui avez raison. Hein, n'oubliez pas ça. Une autre personne écrit: de mon expérience de spectateur à l'épreuve d'entretien, la difficulté des mises en situation a varié selon les candidats. Comment vous êtes-vous assuré de l'équité entre candidats sur ce point? J'avoue que je ne comprends pas tout à fait cette question, parce que la qualité des réponses a varié suivant les candidats, ça j'en suis certain. Aucune des mises en situation, nous les avons revues avec attention. Nous en avons éliminé beaucoup. Donc la conviction du jury était que toutes les mises en situation étaient de difficultés équivalentes. Donc la personne qui pose la question, soit elle juge elle-même qu'elle aurait eu de la difficulté à répondre à certaines, mais ça c'est, j'allais presque dire, son problème, soit qu'elle a vu que justement certains candidats répondaient de manière hétérogène à ces questions, certains s'en sont très bien débrouillés, d'autres pas. Mais ça n'est pas la question. Encore une fois, la question d'actualité... Non, pardon, c'est la mise en situation. Justement, la mise en situation, mais c'est encore mieux, puisqu'on l'a déjà cité tout à l'heure à propos des relances. C'est pas l'énoncé de base qui est le seul élément de jugement de la qualité d'une réponse à une mise en situation. Après, c'est l'interaction avec le jury et les éventuelles relances, voire les jeux de rôle qui vont se développer. Donc, non, je peux vous assurer qu'au contraire, moi, le jury a fait très attention, mais pour tous les sujets, pas seulement pour tous les sujets d'oraux, quand nous avons, notre catalogue, notre banque, à éliminer des sujets qui nous semblaient pas adéquats et à avoir une bonne homogénéité dans la difficulté et l'effort qu'on demande aux candidats. Donc c'est plutôt, à mon avis, de la perception de la personne qui était dans le jury. Moi, j'avoue que je ne comprends même pas la notion de mise en situation facile ou difficile. Je crois en revanche que quelqu'un venu assister aux épreuves peut se rendre compte que ça s'est bien passé. La rencontre entre la mise en situation et le candidat, la candidate, eh bien, qui a bien su prendre les choses, ça a donné un quart d'heure heureux. Mais c'est pas parce que c'était facile, c'est parce que la rencontre a eu lieu, que la prise en main s'est bien faite et l'exposé a été clair, qu'il ait été linéaire ou qu'il comportait des arborescences et des hésitations. Oui, pour finir là-dessus, attendez, vous avez un quart d'heure pour traiter. On n'est pas en train de vous poser des problèmes métaphysiques. Hein. C'est quand même du pratico-pratique de grande ampleur. Hein. Et d'ailleurs, justement, quand ça se passe bien, c'est parce que le candidat arrive à comprendre qu'il y a aussi une dimension très pratico-pratique. Ce sont des choses auxquelles vous pourrez être confronté, qui sont quand même grosso modo assez basiques. Donc voilà, facile ou difficile, bon, c'est toute une question d'appréciation. Et après, il faut quand même voir que nous, ce qu'on essaye de voir, parce que les membres du jury essayent de voir, c'est vraiment d'évaluer vos qualités. Donc, vous pouvez avoir une relance, vous pouvez aussi avoir, si on voit que vous êtes en train de partir sur une voie, vous égarez, on peut vous remettre sur la bonne piste. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous raisonnez. C'est pas de vous couler. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a aucun intérêt à vous couler. Et c'est exactement la même chose sur les questions. Si vous ne savez pas répondre, vous ne savez pas répondre. On passe à la suivante. Les questions difficiles et faciles. Moi, très sincèrement, je trouve qu'il y a, membre du jury, il y a des questions faciles, c'est celles auxquelles je saurais répondre. Ça, je les trouve super faciles. Celles auxquelles je ne saurais pas, je les trouve super difficiles. Bon, d'accord.
Et alors, il faut vous dire après, quand on va débriefer sur l'interclassement, vous avez toujours votre défendeur. Ah, il a bien aimé. Ah non, mais attends, mais là, cette question-là, tu as posé cette question, elle était quand même difficile. Hein. Et on essaye toujours de rétablir, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ce qu'on veut avoir, ce qui va nous rassurer vraiment, parce qu'on veut être juste, c'est d'avoir un jugement collectif sur votre prestation. Collectif. On ne va pas aller regarder tel entomologiste, on va avoir et donc on va apprécier votre prestation de façon, certes par étapes, mais quand même relativement globale, et on va tenir compte de ça. Enfin, je veux dire, vous inquiétez pas comme ça. Hein. Allez-y, serein. Et en plus, on a bien redit, hein, j'espère que le message sera passé, tous les candidats nous l'ont dit, hein, sauf un, on a été hyper bienveillants. Franchement, je peux vous assurer que quand j'ai passé ce qui était à l'époque le grand oral, j'aurais adoré avoir le jury que vous avez eu. Parce que je peux vous dire que c'était pas ça. Bon, on vous rentrait dedans, mais d'une façon invraisemblable, ça sert à rien. On ne cherche pas ça. On veut savoir qui vous êtes, quel collaborateur vous serez. Donc, commencez pas à serrer tout ça. Voilà. Voilà, encore une question. Dans les précédents rapports des jurys, il est mentionné que les candidats ne montrent pas assez d'originalité. Est-ce que ça a été le cas cette année? Et si oui, que recommandez-vous? J'ai l'impression que ça, on en a déjà longuement parlé. On va peut-être pas continuer à gloser là-dessus. Je crois qu'on a beaucoup commenté sur ce sujet déjà. Bon, peut-être passons à un... Je crois qu'on y a répondu. Hein. Après, on peut tourner en rond. Mais je crois qu'on vous a déjà beaucoup stimulé sur le sujet. Et à la fois pas... Il s'agit pas, je veux le redire, il ne s'agit pas de stigmatiser les candidats. Encore une fois, on a été impressionné par les candidats, y compris quand c'était un peu stéréotypé. Donc c'est pas, quand on fait cette remarque, c'est pas pour stigmatiser les candidats. C'est pour dire que ça vous dessert de rester dans un stéréotype ou dans un truc convenu. C'est dommage. Mais encore une fois, on a été plus qu'impressionné par la qualité globale des candidats. Mais ça sera encore meilleur si vous sortez de cette angoisse un peu, de cet enfermement. Oui, mais cette observation, d'abord, elle a souvent été formulée par les jurys. Toujours. Si on les met bout à bout, ça veut dire que la totalité de la haute fonction publique française aujourd'hui est composée de gens qui manquent d'originalité, qui sont stéréotypés et totalement conformistes. Ce n'est pas ce que nous avons voulu dire. Nous ne jugeons pas, à travers ces épithètes ne s'appliquent pas aux hommes et aux femmes. Au contraire, ils avouent une déception en disant « Oh, ils ont mis un masque, mais leur visage est tellement mieux. » C'est ça qu'il y a derrière cette remarque. C'est une déception et non pas un jugement sur la personne, mais sur le masque. On vous demande soit d'en avoir de mieux fait, soit d'en changer, d'en avoir plusieurs. Voilà. Juste là-dessus, parce que on recrute tout type de managers. Voilà. Alors, les managers, il y a les sympas, il y a les pas sympas, mais justes, il y a les timides, il y a tout type de managers. Donc, par définition, on va recruter tout type de candidats. Voilà. Donc, tout le monde a sa chance. On ne recrute pas un certain type. Mais quand on déplore un peu le côté conformiste, il y en a certains qui finissent par arriver à se libérer à la fin, on voit qui ils sont. C'est parce que vous êtes constamment dans une sorte de retenue par rapport à « il ne faut pas que je sorte du cadre ». Voilà. Il faut que je colle à une certaine image. Et donc, je vais avoir, quel que soit le sujet, parce que, alors, on vous dit la fin de vie. Alors, c'est un peu conformiste, d'accord, ok. Puis, on vous dit l'économie, c'est toujours un peu conformiste. On se dit, mince, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que, franchement, comment peut-on se tromper sur la fin de vie? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Comment pouvez-vous penser que, voilà, on ne peut pas se tromper sur la fin de vie? Mais il y a beaucoup de sujets qu'on a posés qui étaient des sujets comme ça, très larges. C'est vraiment... Alors, pour le coup, ça peut même être votre position de citoyen. Et on vous dit, ah oui, mais vous devriez gérer cette politique publique. Comment vous feriez? Donc, il faut quand même arrêter d'avoir peur, quoi. Et puis alors, bon... Le fait que l'INSP recrute des grands révolutionnaires, je doute quand même. Bon, donc, voilà. Donc, vous ne courez pas quand même à un risque inconsidéré
en disant tout simplement ce que vous pensez sur une question. Franchement, détendez-vous quand même. Et alors, surtout, que le jury, je peux vous dire, peut s'empoigner tout à fait. Et on a des positions nous-mêmes qui sont totalement différentes. Donc, vous ne pourrez pas plaire aux 5. Donc, essayez pas. Voilà, c'est terminé de notre côté aussi. C'est terminé du côté. Et vous n'en avez pas recueilli des nouvelles par l'adresse mail? Non. Sinon, on peut continuer un peu la discussion. S'il est passé encore des... Ouais, il y a madame qui a une question, là, on va en profiter. Pardon. Bonjour, donc merci beaucoup d'avoir fait cette conférence de restitution d'abord. Ma question, c'est à propos de l'entretien. Est-ce que si on a des opinions politiques définies ou un engagement politique antérieur, est-ce que vous partez avec un a priori sur la personne, ou est-ce que finalement il faut savoir se contenir comme un futur haut fonctionnaire, bien sûr, mais sur les engagements politiques, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Je vais répondre avec brutalité. Nous avons, alors pas dans le concours externe, mais dans les autres, nous avons eu des élus locaux, des militants syndicalistes, et ça n'a pas été rédhibitoire. Et donc le simple fait qu'ils aient fait plus qu'avoir des opinions, qu'ils les aient manifestées devant les électeurs, qu'ils les ont approuvées, qu'ils étaient militants, n'est pas en soi ni un plus, ni un moins. Oui, exactement. Alors d'ailleurs, pour éviter tout biais, la plupart, sans qu'il y ait d'instruction, mais quand il y avait un engagement politique fort, il était signalé comme engagement politique, mais pas... Par exemple, j'ai été assistante parlementaire d'un député, ou bien j'ai été élu sur une liste municipale. Donc, il n'y a pas de biais d'opinion politique, par exemple. Mais non. Là aussi, c'est plutôt bien, ce type d'engagement. Après, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous l'apportez devant nous? Mais heureusement que chacune et chacun d'entre vous a un bulletin de vote et une opinion. Donc on ne va pas sélectionner des opinions, des philosophies. Non, là c'est l'égalité républicaine. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et donc au contraire, moi j'aurais tendance à dire qu'un engagement, quel qu'il soit, parce qu'il y a les engagements associatifs, il y a les engagements sportifs, il y a les implications culturelles, etc. Ça peut être des atouts si vous nous démontrez ce que ça vous apporte dans votre ambition de servir l'État. C'est pas juste, on coche pas des cases. Parce que vous pourriez dire, par exemple, j'ai eu un engagement politique, mais ça m'intéresse plus. Moi, ça me va aussi. Hein. J'ai plus envie. Par contre, j'ai envie de servir l'État de manière désintéressée, mettons. Ou au contraire, j'ai eu un engagement politique et ça me donne envie de servir l'État. Mais je sais très bien que la neutralité, enfin, ce que vous venez de dire. Non, il y a au contraire, hein, ça fait partie des atouts qu'il faut savoir présenter. Oui, puis honnêtement, sur certaines questions, la réponse que vous allez apporter, on se doute bien de vos opinions politiques. Hein. Enfin, je veux dire, oui, quand même pas. On a quand même un certain nombre d'heures de vol, si je peux me permettre. Hein. La seule chose qu'on vous demande, c'est, et on l'a vu, hein, par exemple, vous pouvez avoir une relance, dire ah non, mais c'est pas ça du tout. Et les gens sont capables de réfléchir contre leur opinion. Ils sont capables de voir la diversité des opinions. Ça, c'est intéressant. Parce que, en fait, dans la fonction publique, vous serez confronté à ça. Vous pouvez être confronté à ça. Comment vous réagissez par rapport à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, et forcément quand on vous demande ce que vous pensez de quelque chose, on vous demande ce que vous pensez. Donc évidemment, vos convictions, vous dites politiques, mais religieuses. Sur la fin de vie, des gens peuvent avoir des convictions religieuses. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir, si vous aviez à traiter la politique publique de la fin de vie, comment est-ce que vous le feriez alors que vous avez ces convictions religieuse? Si vous aviez à traiter de la politique économique, comment vous feriez alors que vous avez ces convictions militantes? Par exemple, sur la transition écologique, on a eu des candidats qui étaient à fond sur la transition écologique. Comment vous feriez si vous étiez chargé de traiter ça en face, par exemple, je sais pas, des agriculteurs? Donc, comment vous faites? Et on a eu des très très bons candidats. On dit, voilà, moi, je pense ça, je connais bien avec ça, donc ça c'est une force, mais en même temps, je sais bien que, vous voyez ce que je veux dire?
C'est toujours la qualité de l'argumentation, mais on ne part pas de rien. Merci. Madame ? Bonjour, merci beaucoup également pour cette présentation. J'avais une question sur, justement, vous avez évoqué le fait que vous aviez des formations contre les biais de sélection, les biais de genre, sur les discriminations. Est-ce qu'il est possible d'avoir un peu plus de détails sur ces formations, notamment comment vous prenez en compte, par exemple, les biais de genre ou les biais d'origine diverses des étudiants ? Bon, on a eu une formation, on a eu 2 types de formations. Une formation générique, j'allais dire, sur la conduite pédagogique d'un entretien, avec un consultant qui assiste en plus à à la première journée d'entretien par concours, pour chaque concours, et qui nous fait en plus un retour live, j'allais dire, en fin de la première journée, sur nos qualités et nos défauts de jury. Il ne participe pas à la délibération du tout, mais et c'est très utile. Donc ça, c'est, j'allais dire, sur l'aspect académique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire évaluation des performances, aussi attitude psychologique dans l'entretien. On vous citait peut-être tout à l'heure, mais le fait de vous regarder, enfin de porter une attention personnelle à chaque candidat, ce qui n'est pas toujours évident au bout de 8 heures, hein, mais on y arrivait je pense qu'on y est très bien arrivé, grâce aussi au fait qu'on a été coaché. Sur les biais de genre et tous les biais en général, il y a aussi les biais il y a des biais plus subtils. Le biais de genre, vous pouvez nous faire confiance, on a vraiment été extrêmement attentifs et je pense qu'il n'y a pas de grosse difficulté à gommer le biais de genre dans un sens ou dans un autre. Hein. Une difficulté peut être, par exemple, il y a des biais techniquement compliqué quand vous passez après un bon candidat ou quand vous passez après un mauvais candidat. Mauvais, vous voyez ce que je veux dire. Mauvaise performance, bonne performance. C'est de remettre les compteurs à zéro en termes de jugement pour qu'on ne soit pas trop influencé par les uns et par les autres. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Enfin, on a eu toute une formation qui était très utile et qui permet aussi d'accorder un peu nos violons, c'est-à-dire d'être dans une manière de travailler la plus importante possible. Mais je redis ce qu'on a dit sur la bienveillance, parce que ça peut apparaître un peu boy scout ou un peu facile. Je peux vous assurer que ça a été vraiment une unanimité du jury d'abord de réagir comme ça. La bienveillance, il s'agit simplement de vous considérer, vous, les candidates et les candidats, comme des personnes, quoi. Et on est là en interaction pour essayer de vous faire, j'allais dire, faire la meilleure performance possible. Notre but, c'est pas de vous diminuer, c'est de vous aider à être les meilleurs possibles. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi une garantie, d'une certaine manière, contre des biais ou des types de harcèlement ou ce qu'on veut. Et on ne se cache pas. Tu l'as toi-même dit d'expérience personnelle. Il y a eu dans cette maison aussi des jurys qui ont pu être un peu plus radicaux en termes d'opposition, il s'agit de déstabiliser le candidat, de le pousser dans ses derniers retranchements. Mais on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Hein. J'ai cité dans le rapport la position d'un de mes prédécesseurs qui a dit exactement la même chose. Donc on n'est pas super originaux et je suis sûr que les prochains feront la même chose. Mais je crois que c'est très important aussi. Et la formation, Michel, j'en profite, cette formation doit insister encore plus sur ces aspects de bienveillance. Encore une fois, bienveillance, je ne veux pas dire qu'on est gentil. C'est-à-dire quand c'est pas bon, on monte les dents, hein, mais on le fait avec une certaine compréhension de qui est en face de nous et de l'objet de notre entretien. Alors nous avons une question à distance. Au-delà du simple entraînement, quels sont vos conseils pour se préparer aux épreuves collectives d'interaction ? Comment organiser la préparation à cette épreuve dont le coefficient sera augmenté en 2024, ce qui laisse peu de place à l'improvisation, dans le cadre d'une préparation publique sur l'année ? Alors, on a du mal à répondre à votre question parce que nous n'avons pas été des acteurs de cette épreuve pour des bonnes raisons, puisque on aurait vu les candidats 2 fois et il peut y avoir un biais de jugement. C'est-à-dire si on assiste à une épreuve collective d'interaction, quelqu'un performe très bien, on en garde le souvenir et après on juge la personne très bien et l'inverse également. Donc pour vous dire, on
on ne va pas avoir une réponse très, très argumentée. Moi, ce que j'ai entendu quand même, d'abord de mes collègues et de collègues y compris qui étaient cette année dans le jury de l'épreuve d'entretien, c'est qu'ils considèrent, et ils auraient pu me dire le contraire, hein, parce qu'on se parle très franchement, que l'épreuve collective, c'est une bonne épreuve. C'est une épreuve qui est utile et qui permet de mieux évaluer un certain nombre de vos qualité d'interaction, justement, comme ça le dit. Ce qui a semblé être mis en cause dans ces épreuves, c'est le fait d'abord qu'elles étaient plutôt surpréparées. C'est-à-dire que là aussi, on revient à des choses qu'on vous a déjà dit. Il n'y a pas forcément un truc qu'on sort de sa manche pour l'épreuve d'interaction. Et que je crois que ceux qui ont vraiment réussi sont aussi celles et ceux qui ont su être restés eux-mêmes et pas essayer d'utiliser des recettes pour cette épreuve collective. Il y a également un point qui semble important, c'est de vous impliquer dans les 3 rôles. Hein, parce qu'il y a discutant, etc. Hein. Donc, c'est important d'être bon dans les 3 rôles. Et souvent, les mauvaises notes qu'on a vues de l'épreuve d'interaction, qu'on a vues après dans la délibération, étaient des notes où alors il y a des notes ou des mauvaises notes où le candidat, la candidate était mauvais partout. Mais quand on est hétérogène, c'est-à-dire qu'on a bien assumé un des rôles et pas les autres, c'est pas l'idéal. Il s'agit d'être bon ou correct ou performant dans les 3. Et là, je pense que ça revient à un conseil qu'on vous a un peu donné sur, par exemple, la mise en situation. Il s'agit de faire des entraînements évalués. C'est-à-dire que vos entraînements, alors vous posez, la question est posée par rapport aux prépas. On a vu les prépas ce matin, on a 1 ou 2 personnes des prépas qui sont encore là. On pourrait même leur demander en live ce qu'ils comptent faire sur l'épreuve collective d'interaction. Ça peut être intéressant que vous disiez un mot là-dessus peut-être. Hein. Mais moi, ce que j'aurais tendance à dire, mais on va vous interroger, ça va être bien. Non, mais on est là pour être utile. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un retour. C'est-à-dire que quand vous faites un entraînement, c'est ce qu'on vous a dit avant, il faut que vous ayez une auto-évaluation et une évaluation par vous-même. C'est-à-dire vous le faites en groupe, et pour que vous puissiez vraiment vous dire, attends, là, on n'a pas été bon. Là, on s'est planté, on n'a pas fait les choses comme il fallait. Hein. Et parce qu'autrement, l'épreuve collective d'interaction, c'est un peu un épouvantail, on l'a bien senti, souvent il y a une angoisse là autour, et je pense qu'au contraire, ça peut être un atout, parce que il y a peu de cognitif dedans, c'est pas les connaissances, c'est pas du bachotage, il faut être soi-même. Alors ça peut faire peur à certains, mais ça peut être au contraire un atout formidable. Est-ce que vous avez peut-être, madame, parce qu'on a eu une représentante d'une prépa publique ici, ou si ça vous embête, vous ne répondez pas, mais est-ce que sur cette question, vous avez éventuellement un élément de réponse? Après, on passera à monsieur là-bas. Non, je n'ai pas forcément d'élément de réponse. Je peux juste dire que nous, à l'IGPDE, on prépare ces épreuves en groupe. Enfin, c'est exactement ce que vous disiez, c'est de l'entraînement entre les stagiaires. Et voilà, j'ai pas plus d'éléments. Je crois que ce que nous ont dit certains des candidats qu'on a vus, donc en particulier les admissibles, non admis, c'est qu'ils avaient du mal à cerner les attendus et ce qu'on attendait d'eux. Je crois que c'est un peu aussi de l'angoisse, parce que je crois que c'est assez clair ce qu'on attend d'eux. Hein. Donc il faut vraiment se lâcher un petit peu plutôt dans ce genre d'épreuve, plutôt que de rester sur la défensive. J'allais dire, avant l'évaluation, prenez le temps, mais ça prend quelques secondes, de vous auto-évaluer dans chacune des 3. Alors c'est un sport complet, c'est le triathlon. Hein. Il faut être bon partout. Sinon, je pense que l'hétérogénéité est un facteur aggravant d'une mauvaise épreuve. C'est plus aggravant que si on était homogène dans la médiocrité. C'est pas bon. Bon, puisque précisément, il s'agit de savoir interagir dans des situations différentes. C'est ça qu'on juge, c'est la capacité. Bon. Mais prenez le temps juste avant, parce que parfois, vous allez être surpris. Vous avez cru être bon comme exposant, mauvais comme observateur. On va vous dire unanimement le contraire. Prenez juste le temps pour corriger vos propres biais d'auto-évaluation et mieux tirer profit de vos différents entraînements. Bonjour et merci.
C'est une question assez similaire. J'allais vous poser la question, après avoir été jury, si vous deviez passer un entretien à la fin de l'année, comment le prépareriez-vous? Je pense qu'on vous l'a déjà dit, en fait. D'abord, à nos âges respectables, j'ai plus envie de passer d'examen. Mais non, blague à part. Je vais vous retourner la question sous forme d'une suggestion, mais mettez-vous à notre place. C'est-à-dire, c'est pas une réponse, mais je pense que la bonne réponse et la bonne attitude pour vous, c'est de vous dire, tiens, mais qu'est-ce que le jury va penser de ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que le jury va penser de ce que je suis de mon attitude, de ma réponse? Et pas, est-ce que ma réponse est bonne parce qu'il y a une sorte de table de la loi de la bonne et de la mauvaise réponse. Mais voilà, je me mets à la place. Et aussi, j'interagis avec le jury. Je le regarde et je dis, oh là. Alors, le jury, là, on parlait des biais tout à l'heure. Il y a un biais, par exemple, qu'on a appris. On a un langage corporel relativement neutre. Hein, c'est-à-dire qu'on ne manifeste pas notre enthousiasme ou notre désapprobation. Ça fait partie aussi des éliminations de biais. L'idée, c'est que le jury soit extrêmement neutre. Par exemple, à la fin d'un entretien, quelquefois, vous sortez, vous ne savez pas si ça a été bon ou pas. Ça, c'est que le jury a été bon. Quand il fait pas la gueule, mais je veux dire, il est là et il est neutre. C'est important. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'influer sur votre... Mais quand même, votre question, c'est qu'est-ce qu'on ferait? Mais vous pouvez vous poser la même question. Comment je ferais si j'étais à leur place? Est-ce que ça me plairait? Et on revient à ce que M. Hassan disait tout à l'heure, c'est très important. Dans votre travail de préparation, qu'il soit autonome ou dans les prépas, vous devez vous auto-évaluer en vous disant, voilà, maintenant je suis membre du jury, est-ce que ça a été bien? Et ensuite, vos collègues qui jouent le jeu du jury vont vous dire ça. Et donc, c'est un peu ça. Parce que nous, non, il n'y a pas de recette miracle. Je ne suis pas sûr qu'on serait super bon en étant à votre place. Hein, parce que d'abord, il faudrait qu'on bosse avant. Et puis, il y a le stress, il y a le machin. Donc, on va se retrouver, j'allais dire, pratiquement à votre niveau de difficulté que vous avez aujourd'hui. Hein. On ne va pas être meilleur. Hein. En tant qu'intelligence artificielle, on a quand même bénéficié de 216 entretiens. Oui. C'est vrai. Nous avons participé. Donc, si, on serait bon. Non, on serait bon, je pense. On ne serait pas mauvais, oui. Non, et puis je pense que c'est toujours la même chose. Dites-vous, quelles sont les qualités? Qu'est-ce qu'on va chercher chez vous? Ça, je pense que c'est vraiment très important. Parce que, si vous voulez, parce que moi, je pense quand même il faut s'entraîner à répondre. Il faut s'entraîner à répondre. Ça, c'est quand même important. Et vraiment, il faut vous appuyer sur le collectif que sont les préparations. Et je pense, dites-vous, quelles sont les qualités? Moi, je pense quand même que les qualités qu'on attend d'un bon administrateur, d'abord, c'est quelqu'un qui sait nager. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer en difficulté, il va savoir faire. C'est pour ça qu'on essaye de mesurer votre capacité. Parce que pourquoi on essaye de voir si vous êtes capable de monter d'un cran dans votre réflexion? Parce que généralement, quand on vous envoie une réunion technique où vous ne savez pas répondre, vous allez monter d'un cran. Vous voyez, il faut voir les choses de beaucoup plus haut. Hein, voilà. C'est ça que vous allez faire. C'est pour ça qu'on va chercher ça. Quand on essaye de voir dans une mise en situation, si vous avez quand même un esprit pratique, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, ce que vous mettez les enfants... parce que dans la vraie vie, hein, on essaye de voir si face à la difficulté, vous avez quand même un esprit pratique. Et ça, vraiment, dites-vous ça. Et la façon dont vous allez prouver que vous avez ces qualités, ça dépend de vous. Il y a des gens qui sont très sûrs d'eux, qui sont très à l'aise. C'est peut-être votre cas. Il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Il y a des gens qui ont besoin de réfléchir. Il y a tout type de situation. Mais dites-vous bien quelles sont les qualités. Qu'est-ce que je dis de moi? C'est ça qui est important, je pense. Et entraînez-vous. Entraînez-vous entre vous. Et souvent, les jurys qu'on fait entre soi sont souvent beaucoup plus sévères que les autres. Vraiment. Merci beaucoup. Oui, je voulais, comme tout le monde, vous remercier et vous dire aussi que votre bienveillance en tant que spectateur était perçue, y compris envers les spectateurs. Mais en tant que spectateur, j'avais aussi l'impression, en assistant à certains oraux, que certains candidats avaient, j'ai envie de dire, commis des péchés mortels, qu'il y avait des choses qui avaient pu leur échapper, qui les avaient presque condamnés. Est-ce que vous pensez qu'il y a des positions, des choses qui sont contradictoires en fait avec l'exercice? Et si oui, lesquelles?
Alors, ils ont fait des conneries, oui, je pense, des péchés mortels, j'emploierai pas ce vocabulaire, pardonnez la grossièreté. Non, mais oui, non, mais je pense qu'il y a des candidats qui se sont plantés, oui. Alors, vous citez de tête, voilà un exemple d'un gros plantage. Je sais pas, quand vous avez assisté, vous avez une idée pour qu'on parle sur En fait, c'était des choses où je me suis dit c'est incompatible en fait avec ce qu'on attend, des choses sur l'égalité femmes-hommes qui m'ont marqué, des propos que j'ai trouvé où je me suis dit c'est hyper déplacé ou c'est pas du tout, et aussi des propos sur la fonction publique en fait, des gens où j'ai l'impression qu'ils avaient des opinions qui étaient contraires à ce qu'était la fonction publique, sur les questions de recrutement. Notamment le souvenir d'un candidat qui expliquait qu'en fait pour lui il faudrait pouvoir en gros licencier des fonctionnaires comme dans le privé, fait qu'il y avait une vision qui allait quand même assez loin sur disons Alors je me rappelle pas de ce candidat, mais j'allais dire mais prenons ça comme faute prototypique. C'est pas l'énoncé de cette affirmation qui est sanctionnable, c'est l'argumentation qu'il y a derrière. C'est-à-dire, si le candidat ou la candidate a dit « je crois qu'il faudrait qu'on puisse mieux licencier parce que si, parce que ça, et il y aurait certains risques sociaux, il y aurait un truc, mais peut-être qu'il faut casser parce qu'il y a tel avantage », et qu'il y aurait tout un argumentaire autour qu'on peut ou pas partager, parce que là, on va sur le plan, on revient à la question de l'opinion politique, mais s'il y a une analyse, si au contraire c'est affirmé de but en blanc, alors ça c'est encore de l'opinion. Sur l'égalité femmes-hommes que vous citez, c'est pas de l'opinion pour moi. Là c'est rédhibitoire. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais là, je me rappelle pas. Mais je veux dire, s'il y avait eu quelque chose comme ça c'est rédhibitoire, parce que là, on est sur des principes fondamentaux de la République, pour simplifier à outrance. Mais sur déjà la question de l'évolution du statut des fonctionnaires, après tout, on a le droit de réfléchir. Après, on peut avoir son opinion. Mais une réflexion, c'est une réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des arguments, il y a une analyse, il y a éventuellement différents types de conclusions. Alors ça, pourquoi pas ? C'est pas un péché mortel que de dire qu'on devrait pouvoir licencier des fonctionnaires comme on l'a fait de 10 000 contrôleurs aériens aux États-Unis la deuxième année du premier mandat de M. Reagan. Non. Mais si on ne distingue pas entre les militaires, les magistrats, les policiers, d'une part, les catégories, autrement dit, et d'autre part, les agents de service, les fonctionnaires et les agents contractuels, bon, ben, c'est qu'on a une opinion de café du commerce au mieux, je resterai poli. Dans l'autre cas, non. C'est défendable, articulé, et non, c'est... Non, mais il ne faut pas chercher à faire plaisir au jury, hein, parce que ça c'est très dangereux. En revanche, voilà, c'est pas possible déjà. Et puis en revanche, quand on a des positions un peu iconoclastes, il faut avoir un minimum de billes, hein, parce que le problème, c'est pas tant de dire qu'il faut licencier des fonctionnaires, hein, ou très bien. D'abord, on peut déjà le faire, donc parce que ça, c'est vrai que. Alors, c'est pas forcément d'avoir un très haut niveau en droit de la fonction publique, hein, mais il y a des très très bons bouquins qui sont faits par l'IPAG, etc. D'avoir quelques petites billes en matière de fonction publique, ça évite notamment dans le cas pratique de dire complètement des âneries, quoi. Bon. Donc, il faut quand même avoir un peu de billes. Et par exemple, faut y avoir réfléchi, parce que si vous dites ça, pourquoi pas ? Et qu'on vous dit, ah d'accord, fonction publique d'emploi, fonction publique de carrière, quelles sont les différences ? Et que vous n'en avez fichtrement aucune idée, que vous ne savez pas qu'on peut licencier des fonctionnaires, que vous ne savez pas. Là, vous allez être mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en revanche, si c'est quelque chose que vous pensez, alors sur l'égalité femmes-hommes, j'ai pas du tout... voilà. Bon. Après... Sinon, je vois, mais alors, c'était vraiment pas péché mortel. Si. Oui, c'était sur les quotas, peut-être ? C'était sur cette école. Il y a 41% de femmes. Imaginez que dans l'INSP, dans 10 ans, il y ait 15% de femmes. On mettrait tout de suite une commission au travail. On dirait que c'est très grave, il faut corriger tout cela. Mais dans une autre grande école française, qui n'est pas à Strasbourg, qui est à l'ouest, qui est à Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature, pour les externes, il y a 15% d'hommes. Et on n'a pas de commission. C'était ça la question. Et elle a été posée 2 fois par nous. Et l'un des candidats n'a pas trouvé malice, il ne trouvait pas de problème à ce que la magistrature judiciaire, ce n'est pas le cas de l'administrative, hein, soit composée, et chaque année un peu plus, puisque c'est le flux entrant où il n'y a que 15% d'hommes. Bon,
Non, mais on n'a pas trouvé ça. Non, parce qu'il a défendu son point de vue en disant que pour ce métier-là, ça n'avait pas d'importance particulière. Ça n'est pas la politique. On n'est pas sur un terrain de représentativité de la société, etc. Non, non. Mais il y avait plusieurs manières d'aborder la question, mais on l'a pas sanctionné, je crois, effectivement, le candidat. Mais il y avait aussi une manière plus militante de dire, attendez, c'est encore une fois, on réserve des jobs un peu moins gratifiants et un peu moins rémunérateurs éventuellement aussi aux femmes, et elles sont cantonnées là. Certes, c'est pas rédhibitoire d'être juge, enfin c'est pas dégradant d'être juge, mais il peut y avoir aussi un point de vue sociologique et pas seulement. Mais donc c'était intéressant. Mais là, je me rappelle que le candidat, il avait bien défendu, il s'était bien débrouillé. Mais c'est aussi une illustration qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Et justement, c'était une question qui a été posée plusieurs fois par Monsieur Hassan, et c'est une question très stimulante, vous voyez. On est dans le système égalité femmes-hommes. Qu'est-ce que vous pensez des 70% ou 80% de présence féminine à l'École nationale de la magistrature? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais ça ouvre une belle discussion. Il n'y a pas de bonne il me semble qu'il y avait eu discussion, c'est-à-dire qu'on avait dit, oui, alors prenez le droit à l'université, à la sortie, vous constatez plusieurs années après que les avocats d'affaires portent plus souvent cravate que jupe, ou pantalon noir sur tailleur féminin. Et en revanche, les magistrats portent beaucoup moins souvent cravate. Bon, c'était posé autrement, et avec les revenus qui vont avec en conséquence. Hein. Non, au contraire, ça avait été un prétexte à relance, je crois. Oui, c'est ça, et ça permet de vraiment discuter largement. Bien, écoutez, je vois l'heure qui tourne. Michel, il faut qu'on arrête là, je pense. Ou à moins que... C'est l'heure. C'est l'heure, bon. Alors, juste un petit mot de conclusion, mais je crois que... Enfin, on peut... je suis ravi qu'on ait eu ce face-à-face aussi. Et puis, pour ceux qui sont à distance, hélas, on ne vous a pas vu, mais j'espère que vous avez pu aussi profiter largement de cet entretien. Je voudrais en profiter, moi, en tant qu'ancien maintenant président du jury, pour former tous mes vœux à vous toutes et à vous tous pour la réussite. C'est pas des vœux, c'est pas artificiel. Je crois que vous avez remarqué que les jurys, et je pense que les jurys de l'année prochaine sera la même chose, ont la conviction que vous devez réussir. Ils sont là pour vous aider à réussir, et ces vœux, c'est bien innocent, c'est bien simple, mais c'est aussi important que vous le sachiez, et donc allez-y, battez-vous, réussissez, et puis comme ça, on aura des très bons fonctionnaires dans l'avenir. En tout cas, bon courage, ça va être un peu de boulot, hein, donc préparez-vous sur le long terme, mais je crois que ça en vaut le coup. Voilà. Très bien, et puis bonne soirée, à bientôt. Au revoir.